Imaginez que vous vous réveillez un matin et que vous vous retrouvez à la fin des années 1800 dans les terres poussiéreuses, sans foi ni loi, et agitées de l'Amérique. Est-ce que vous survivriez ? Dans une ville où vous êtes désarmé, où le shérif n'en a rien à faire, entouré de cow-boys, où la journée est rythmée par l'alcool, la poudre et l'injustice, et où la nuit, vous n'avez pour compagnie que le souffle du vent dans la crinière d'un cheval dans le désert, est-ce que vous tiendriez le coup ? Aujourd'hui, on vous emmène dans le Far West, celui des mythes mais aussi de la dure réalité, bien loin du paillette d'Hollywood. À une époque où survivre dans la vraie vie relevait presque du miracle, comment se passait une journée ordinaire ? À chaque épisode, une nouvelle menace, à chaque heure, une nouvelle épreuve. Aujourd'hui, dans cet endroit où la civilisation moderne n'existait pas encore, où les lois étaient dictées par les armes à feu personnelles, un peu de poussière, un peu d'histoire, et beaucoup de vérités vous attendent avant le coucher. Mais avant de commencer, vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton « Rejoindre » pour soutenir ma chaîne. Et comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et si t'as le cran dès le premier matin du Far West, like la vidéo et abonne-toi. Sinon, tu risques de te retrouver tout seul dans ce coin paumé. Prêt ? On y va. Mais fais gaffe, dès que la poussière se lève, personne connaît personne. Juste avant le lever du soleil, ce court moment où même la nature retient son souffle, où le vent n'ose pas faire un bruit, ce silence total. Si t'es dans le Far West, ce silence ne dure jamais longtemps. Parce que là-bas, le silence, c'est pas un luxe, c'est un signe que le danger est là. Silence veut dire soit quelqu'un est en embuscade, soit une balle est en train de partir. Et à cet instant précis, un coup de feu. Un bruit qui déchire les oreilles et serre les cœurs. Ce premier coup de feu, c'est pas juste le signe que le jour se lève, c'est plutôt un rappel brutal que la survie est remise en jeu. Dans une ville paumée au bord du désert du Texas, où les gens vivent dans des cabanes en adobe, 6 heures du mat, c'est pas un réveil qui sonne, c'est sûrement un duel ou un raid qui te tire du lit. Un fermier ouvre sa grange et se rend compte que ses bêtes ont été volées. Le père de famille attrape son flingue, 2 frères s'élancent dehors et au milieu du bled, c'est la fuite qui commence. Des armes à feu. On parle, la poussière s'envole. La journée vient juste de commencer mais tout le monde est déjà sur le qui-vive. Dans l'Ouest sauvage, les portes des maisons n'étaient souvent pas verrouillées, parce qu'une serrure ne donnait aucune sensation de sécurité. Là-bas, la sécurité dépendait de qui dégainait le plus vite. Porter une arme n'était pas un choix. C'était une part naturelle de mon âge, parce que même si le bureau du shérif existait, il fallait que l'affaire soit terminée pour qu'il intervienne. Tire d'abord, on discutera des raisons après. C'était presque la devise de cette époque. Les femmes, elles, étaient habituées à ces bruits. Le bruit des balles tombant sur le toit comme une pluie. Où il fallait faire entrer les gamins à l'intérieur, éteindre les lumières, tendre des tissus épais aux fenêtres, c'était devenu un réflexe. Rester dans cette maison ou sortir dehors, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Le silence, il n'apparaissait que quand quelque chose clochait. Parce qu'habituellement, sur la place du village, on n'entend jamais un cheval au galop manquer. Le matin, il y avait les cris des enfants, le bruit de l'enclume chez le forgeron. S'il n'y avait rien de tout ça, c'est qu'il se passait un truc. Le Far West ne commençait pas ses matins en préparant du thé et en lisant le journal. Le premier devoir arrivait avec la lumière du jour. Scanner les alentours, vérifier si t'es encore en vie, survivre, c'était pas un exploit, c'était juste une habitude. Le matin, avant de se laver la tronche, les gens vérifiaient leurs fusils, jetaient un œil au seuil de leur porte, examinaient les traces de pas de la nuit. Parce que personne ne se contentait de commencer la journée, tout le monde passait un test. Est-ce que je vais tenir jusqu'à ce soir ? Se balader tranquillement dans le bled, c'était risqué. T'approcher par erreur du cheval de quelqu'un, mettre la main au mauvais endroit dans ta poche, croiser le regard trop longtemps. Une balle obéissait pas à la raison. Chacun avait son... Il y avait un passé, une rancune, une peur, un compte à régler, que tout le monde traînait avec soi. Du coup, même en marchant dans la rue, fallait agir comme une ombre. Rester immobile, c'était ça vivre. Parler, c'était demander des comptes, et ces comptes, souvent, se réglaient à coups de balle. Pour ces gens qui se réveillaient au son des détonations, la sécurité, c'était juste un sentiment, pas une réalité. L'étoile du shérif, la plupart du temps, c'était juste pour faire joli, parce qu'il savait aussi que parfois, la justice ne passait pas par un tribunal, mais par une pierre tombale. Et voilà pourquoi, le matin, dès le réveil, tout le monde faisait la même chose. Accrocher son flingue à la ceinture, glisser un couteau planqué dans ses bottes. Aux premières lueurs du jour,
Les cow-boys qui entraient dans la salle, au lieu de se frotter les yeux, scrutaient les alentours à bras ouverts. Qui est arrivé? Qui est parti? Qui est plus énervé qu'hier? Tout ça, c'était des détails. Mais ces détails, c'était ce qui décidait si tu survivais ou pas ce jour-là. S'adosser dos au mur, ce n'était pas une habitude, c'était une stratégie. Parce que si quelqu'un te piquait dans le dos, c'était direct la tombe. Pour certains, cette lutte pour survivre, c'était devenu une routine. Ça faisait partie de la vie, comme un mode de vie, un peu comme la nature, un peu comme la sécheresse. Le bruit des coups de feu le matin était devenu normal. Et le plus étrange, c'est que les gamins qui grandissaient au milieu de ces sons trouvaient l'appel le matin non pas en entendant les chants d'oiseaux, mais le bruit des balles. Parce que le silence, c'était toujours un signe que quelque chose arrivait. Et c'est comme ça qu'une journée commençait dans le Far West. Le soleil, couleur or, montait doucement au-dessus des montagnes, pendant que les yeux des gens essayaient encore de s'habituer à l'obscurité. Parce que dans le Far West, le soleil n'apportait pas seulement de la lumière. Il apportait aussi... Ça amenait un nouveau règlement de compte, une nouvelle fuite, un nouveau duel. Commencer la journée ici, c'était un peu un art de survivre. Et chaque matin, on se réveillait pour une nouvelle aventure pleine de destins redessinés, d'amitiés remises en question, de loyauté testée encore et encore. La fraîcheur du matin ne fait qu'un rapide passage dans le désert du Far West. Peu après le lever du soleil, il se met à déchaîner toute sa colère. Les grains de sable, encore tout mous, comme sortis du sommeil, se transforment en pierre brûlante en quelques heures, comme sortis tout droit de l'enfer. Mais la chaleur n'est pas la seule menace venue de la nature. Dans l'Ouest sauvage, avec les premières lueurs du jour, il y a aussi autre chose qui se réveille, l'angoisse. Pour les cobayes qui ont passé la nuit dans un camp de fortune au bord d'une vallée, la routine du matin, c'est pas juste une tranche de pain ou un café fraîchement préparé. D'abord, ils vérifient leur fusil. Les balles sont bien en place. Il n'y a pas un problème dans le canon? Après, ils tendent l'oreille autour d'eux. Le silence, ici, c'est jamais bon signe. Le silence, c'est souvent le signe qu'une embuscade se prépare. Parce que dans l'Ouest sauvage, ce ne sont pas les animaux sauvages qui tuent les hommes, mais les gens cupides. Autour d'un feu, 4 gars sont rassemblés. Certains n'ont même pas enlevé leurs bottes. D'autres laissent leur arme à la ceinture même en dormant. Parce que dormir la nuit, c'est diviser par 2 ses chances de survie. En se frottant les yeux, la première question qui vient, c'est « Ce matin, qui s'est levé tôt pour nous chasser ?» Et parfois, la réponse vient des traces de pas. Parfois, du bruit d'un sabot au loin. Mais la plupart du temps, t'as pas la moindre idée avant qu'une balle siffle dans l'air en ta direction. Le petit-déj, c'est souvent juste une poignée de haricots, peut-être un peu de viande séchée, et quelques bouts de pain rassis trempés dans de l'eau chaude. Mais même ça, c'est un vrai trésor. Parce qu'en plein désert, on ne transporte pas de bouffe, mais des balles, pas d'eau, mais du whisky. Et chaque matin, on commence pas en mangeant, mais en étant juste content de pas voir mal. Par contre, le matin d'un groupe campé à des jours de la ville, c'est pas pareil. Allumer un feu, ça se remarque. La fumée au loin, ça fait direct penser à 3 trucs pour les autres. De la bouffe, un faible, objectif facile à saisir. Du coup, la plupart du temps, on ne fait même pas de feu le matin. La boîte de haricots s'ouvre en douce. Avant que le métal chauffe sous le soleil, on bouffe vite fait. Pas de discussion, pas de calme. Juste un échange rapide, sans se regarder dans les yeux. Le matin, c'est le moment le plus rentable pour les bandits. Les convois fatigués, les ouvriers agricoles encore à moitié endormis, ou les adjoints du shérif qui commencent leur ronde. Tous sont vulnérables. Du coup, au lieu de manger le matin, la plupart s'éloignent de la route, se planquent derrière les rochers et restent sur le qui-vive. Peut-être. Ça n'arrive jamais, mais si ça arrive, se faire choper sur le fait, c'est le pire scénario. Et les femmes, si t'es une femme et que tu te réveilles au milieu de ce désert, t'as des peurs différentes des autres. Des types dangereux, un passé sombre, des disparitions inexpliquées. Le matin, quand tu ouvres les yeux, ton seul vœu, c'est de te réveiller encore sous la même tente, avec les mêmes fringues. Même si ton corps suffoque de chaleur, tu te couvres pas à cause du froid, mais parce que t'as pas confiance. Beaucoup de migrants ou de chercheurs d'or, le matin, ce n'est pas juste leur estomac qui crie famine. Ils doivent aussi faire taire leur conscience. Parce qu'hier soir, ils ont peut-être tué quelqu'un, quitté une femme ou brisé un accord. Mais le désert est comme une couverture qui recouvre le passé. Le jour se lève, tout le monde renaît. Du moins, c'est ce qu'on espère. La plupart des matins, tout le monde sursaute au hennissement d'un cheval, parce que ce bruit annonce quelqu'un qui arrive,
Et celui qui arrive est soit un problème, soit quelqu'un qui t'embarque dans un problème encore plus gros. Un homme qui est à table pour le petit-déj ne porte pas la main à son flingue avant d'avoir mis sa bouchée en bouche. Parce que le pain que tu manges, Ça pourrait bien être votre dernier bout de pain. En portant cette bouchée à votre bouche, une balle pourrait venir vous dire adieu. Ce qui rend ces matins encore plus durs, c'est la soif. Même aux premières heures du désert, les lèvres brûlent. Mais l'eau que vous pouvez emporter est limitée. Et parfois, il faut choisir entre votre soif et celle de votre cheval. Parce que sans cheval, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas fuir, ni bouger, ni survivre. Chaque matin est comme une cérémonie. Mais cette cérémonie n'a ni prière ni musique, juste une intention silencieuse. Aujourd'hui, que je m'en sorte vivant. Se réveiller au son d'une balle, c'est la bande-son des matins dans le désert. Et les mains qui tiennent un flingue au lieu d'une fourchette savent bien que les balles froides font plus mal que le sable brûlant. Puis le jour se lève, le sable commence à chauffer, les ombres raccourcissent, mais ce ne sont pas les ombres des gens qui s'allongent, c'est leur anxiété qui grandit. Parce qu'ici, pouvoir manger c'est un luxe, mais surtout, ne pas disparaître est un luxe encore plus grand. C'est le monde de ceux qui se réveillent chaque matin en regardant le sol, pas le ciel. Le Far West sauvage. Parce qu'en haut, on prie, mais la vie, elle, se perd toujours en bas. Et voilà comment commence l'histoire au milieu du désert. Un matin. L'histoire des hommes qui ont le ventre pas tout à fait plein, mais le cœur rempli d'inquiétude, se réécrit chaque jour. Ceux plus rapides que les balles arrivent à midi. Les autres restent témoins silencieux de l'aube. Quand les premières lueurs du matin tombent doucement sur les cabanes en bois recouvertes de poussière, la porte du vieux saloum au centre du bled grince en s'ouvrant. L'homme qui en sort se frotte les yeux comme s'il maudissait le soleil. Ce qu'il tient pas, c'est une gourde d'eau, mais une bouteille de whisky qu'il sirote en guise de petit-déj. Parce qu'au Far West, l'eau, c'est jamais fiable. Au moins, avec le whisky, tu sais ce que tu bois. Ici, boire un verre d'eau, c'est presque comme jouer ta vie. La surface de la rivière a l'air innocente, mais en dessous, c'est rempli de bactéries. Les puits sont calcaires. Certains sont même contaminés par des animaux morts. La plupart du temps, quand tu regardes l'eau, tu ne vois pas de la clarté, mais de doute. Les gens ont peur de boire. Ceux qui boivent tombent malades ou commencent à trembler avec de la fièvre quelques jours après. De coup, avec le temps, un dicton s'est installé. Si tu dois boire quelque chose, prends de l'alcool. Au moins, ça te saoule avant de te tuer. Et voilà comment le whisky élimine ses concurrents un par un. Même les gamins boivent de la bière diluée au lieu d'eau, parce que la bière faiblement alcoolisée de l'époque est assez forte pour tuer une partie des microbes. Utiliser de l'eau pour se laver, c'est presque un luxe, voire une habitude bizarre qu'on pourrait considérer comme un péché dans certains endroits. Un gars qui se lave est regardé avec suspicion par les autres. Pourquoi il se lave? Il a quelque chose à cacher? Les petits bains publics au milieu du village sont pour la plupart abandonnés, ou ils ont commencé à utiliser ça pour d'autres trucs. Parce que la culture du bain ici, c'est pas trop ça. La plupart des gens se lavent non pas une fois par semaine, mais une fois par mois. Il y en a même qui voient pas le savon de l'année. Ce qu'ils se mettent sur le corps, c'est pas du savon, mais de la cendre ou de la graisse animale. Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que la nature pour se nettoyer la peau. Le savon, c'est vu comme un truc bizarre qui vient des villes. Les médecins, c'est pas mieux. Ils ont même pas l'habitude de se laver les mains. Plutôt que de nettoyer les blessures à l'alcool, ils préfèrent direct recoudre. Il passe. De toute façon, l'alcool, on le boit, mais parfois il sert aussi d'antiseptique. Sauf que c'est pas toujours à la bonne dose. Beaucoup de patients se retrouvent plus intoxiqués qu'autre chose. Pourtant, les gens acceptent ça. Parce qu'ils n'ont jamais vu ni entendu mieux. Les femmes, elles, sont plus sensibles à ça. Mais elles aussi sont impuissantes. Pour trouver de l'eau ou se laver une fois par mois, elles doivent marcher des kilomètres. Parfois, elles se lavent en cachette au bord d'une rivière et se font déranger. Parfois, l'eau est froide et elles tombent malades. Et la plupart du temps, c'est la saleté. Ce n'est pas un besoin, c'est un manque. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils se contentent d'essuyer leur visage, de se coiffer. Pas pour être vraiment propres, mais juste pour se sentir un peu plus humain. Et les maladies alors ? De la typhoïde au choléra, de la dysenterie à la tuberculose, des dizaines de maladies s'infiltrent dans le corps par l'eau qu'ils boivent, et souvent la meilleure chose à faire pour quelqu'un qui tombe malade, c'est de prier. Parce qu'il y ait peu de médecins, peu de médicaments, et les infos, c'est surtout du bouche à oreille. Les maladies ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi sociales. Ça peut aussi te faire exclure. Personne ne vient te voir, personne ne te file un verre d'eau, parce que la peur de la contamination passe avant la compassion. Quand quelqu'un arrive dans un bled, il passe généralement d'abord au saloon.
C'est l'endroit où on échange des infos, où on se fait des potes et où on se sent plus chez soi. Mais si tu demandes de l'eau, soit ils rigolent, soit ils te répondent par le silence. Demander de l'eau, c'est vu comme de la connerie, et souvent ça te met à l'écart de la société. Ici, la propreté, c'est pas un choix, c'est juste impossible. Alors les gens, ils laissent leur sueur, ils acceptent la poussière et la saleté comme faisant partie de leur vie. Être sale, ça veut pas dire qu'on n'est pas fiable. Au contraire, être trop propre, ça rend suspect. Parce que celui qui ne se salit jamais ici, il n'est pas vraiment un homme. La poussière, c'est la seule tenue que portent ces gens. Des années plus tard, quand la ville a commencé à s'étendre et que l'hygiène est devenue la norme, ils ont bitumé ces villages, construit des fontaines, distribué du savon. Mais le vent qui souffle encore là-bas porte l'odeur des matins où on se rinçait la gorge au whisky. Ces jours-là. Les vieux qui ont vécu doutent encore même quand ils boivent un verre d'eau propre. Parce qu'ils ont cru pendant des années que la propreté n'était qu'une légende, et même quand certaines légendes sont vraies, c'est dur à avaler. La chaleur montait au-dessus des chemins poussiéreux du village, le soleil était encore haut dans le ciel. Une diligence, secouée dans tous les sens, est arrivée sur la route principale. Le jeune homme qui en est descendu a regardé la petite bourgade, sombre et morne. Sur la pancarte, il y avait écrit « Hopville ». Mais ici, l'espoir semblait pas trop de passage. Parce que se balader dans les rues de ce bled, c'était pas juste une promenade. C'était trop. C'était une vraie guerre. Un monde où personne n'était innocent, où les regards étaient aussi tranchants que des couteaux et où à chaque coin de rue se cachait une intention différente. Les rues de Hopville étaient pesantes, oppressantes de silence. Personne ne souriait. Croiser quelqu'un du regard n'était pas une invitation, mais une menace. Parce qu'ici, tout le monde avait une arme, et chaque histoire avait ses failles. Derrière chaque porte de boutique se cachait un secret. Quand quelqu'un se promenait dans ville, il ne faisait pas que marcher, il était aussi observé, jugé et gravé dans les mémoires. Parce que ces rues n'enregistraient pas seulement les pas, mais aussi les intentions. Un homme, en sortant du saloon au coin du village, glissa la main à l'intérieur de sa veste. Ça avait l'air innocent peut-être, mais le vieil homme de l'autre côté du trottoir serra un peu plus sa canne. Parce qu'ici, la règle, c'était « celui qui agit le premier survit ». Depuis des années, avoir une arme ne suffisait pas. Il fallait être rapide, garder son sang-froid et savoir mentir. Et les gosses du village apprenaient cet art dès le plus jeune âge, même les enfants quand ils jouaient dans la rue. Il était toujours sur le qui-vive. Même quand il jouait à cache-cache entre les herbes sèches, ses mains restaient près des cailloux. Parce qu'un regard, une parole ou un malentendu pouvaient transformer le jeu en cauchemar. Les garçons, dès l'âge de 8 ans, commençaient à connaître les armes de leur père. Quant aux filles, elles apprenaient le silence auprès de leur mère. Dans ce village, ceux qui parlaient trop finissaient soit enterrés, soit oubliés. Devant le saloon, les fusils pendaient aux selles des chevaux. C'était normal. Mais si tu regardais de plus près, même sous la charrette du marchand de fruits, il y en avait. Tu pouvais voir un fusil de chasse rouillé. Chacun avait des comptes à régler avec les autres. Peut-être une dette, peut-être une rancune ou juste un reste froid du passé. Même si le bled était petit, les cœurs étaient lourds de poids. Et ce poids pouvait exploser d'un mot ou d'un regard. Quand un étranger arrivait, ce sont d'abord les gamins qui le captaient. Ensuite, les femmes jetaient un œil derrière les rideaux. Et enfin, les hommes. Tous agissaient sans se prévenir, mais poussés par le même instinct. Parce que ces rues, elles ne faisaient pas confiance aux inconnus. Chaque nouveau venu, c'était soit un problème, soit un changement. Ça voulait dire ça. Et le changement a toujours été perçu comme une menace dans cette ère. Peu importe si celui qui arrive a de bonnes intentions, ça ne changeait rien. Avoir de bonnes intentions, ici, c'était vu comme une faiblesse. Même l'église n'était pas un endroit sûr. Le curé avait une vieille arme à feu, aussi vieille que son livre de prière dans sa poche. Même quand il prêchait, il avait toujours un poignard à manche en hausse, serré contre sa poitrine. Parce que pardonner, ça se trouve dans les livres. Mais dans la réalité, c'est rare. Les gens croyaient peut-être en la religion, mais ils faisaient plus confiance à leurs armes. Parce que dans ces rues, il faut être aussi vigilant avec ses prières qu'avec son arme. Ça devait aller vite. Il y avait des tribunaux, ouais, mais la plupart du temps, c'est la rue qui rendait justice.
Une dispute entre deux gars pouvait vite dégénérer en duel au milieu du bled en quelques heures. Il y en avait un qui finissait par terre, l'autre qui se cassait ou qui rentrait tranquille dans la salle. Personne ne posait de questions. Parce qu'ici, tout le monde avait son histoire. Et le passé de chacun pouvait le rendre coupable. Du coup, personne n'osait juger personne. Il y avait eu un meurtre il y a des années, sous le forgeron du coin. Mais maintenant, il n'y a plus que du fer là-bas. On se faisait tabasser. Les nouveaux ne savaient pas, mais les anciens s'en rappelaient. Mais se souvenir, c'était pas pareil que parler. Parce que dans ces rues-là, on avait appris à garder le silence. Les murs ne racontent rien, le sol ne murmure pas. Chaque crime reste enfoui dans le silence. Avec le temps, ça se mélange à la poussière, et la nuit venue, le silence devient encore plus lourd. Mais c'est pas le silence de la paix. C'est le silence de la menace. À chaque pas, il y a un œil qui te mate. À chaque ombre, une main qui peut surgir. Les gens mettaient 2 verrous à leur porte. Ils bloquaient les fenêtres avec une table, parce que personne ne pouvait croire que ce qui venait de dehors, c'était juste le vent. Une bagarre qui commence en une nuit peut laisser 3 cercueils au matin, et personne ne verrait rien. C'est pour ça que marcher dans ces rues, c'est pas juste une balade, c'est un test. Tu dois savoir marcher sans dire qui tu es, d'où tu viens, ni ce que tu caches. Parce qu'ici, personne n'est innocent. Même ceux qui pensent l'être finissent par se faire avoir un jour dans ces rues. Ils disparaissent dans la poussière, leurs noms deviennent des chuchotements autour d'un bar. Et c'est la réalité la plus constante de ce Far West sauvage. Il n'y a pas de sécurité, il y a juste la préparation. La porte, quand tu entres, c'est d'abord un flot de bruit qui t'accueille. L'écho du whisky renversé sur le sol, le clap-clap des cartes à jouer, les notes fatiguées d'un piano qui joue doucement, et enfin le rire d'un homme. Mais ce rire, est-il sincère ou juste un souffle court pour masquer une menace? C'est dur à dire, parce que dans l'Ouest sauvage, les bars ou les casinos, c'était pas juste des endroits pour s'amuser, c'était des refuges pour ceux qui venaient y survivre. Ces lieux, c'était pas un simple salon, c'était un abri. Dans une petite ville comme Hopewee, le soleil, après un boire coulé, le seul endroit où tu pouvais aller, c'était le bar. La lumière qui filtrait à travers la vitre brillait comme le seul espoir dans l'obscurité de la rue. À l'intérieur, tout avait l'air chaleureux, mais les cœurs des gens étaient glacés. Tout le monde se regardait, mais personne ne faisait confiance. Les ombres qui s'amassaient aux tables du coin du bar appartenaient à un passé caché derrière chaque histoire, et la plupart de ces passés étaient écrits avec du sang ou de la trahison. Un bar, c'était le nerf à vif de la ville. Même le shérif y venait boire un verre, mais il partait sans croiser le regard de personne. Parce qu'ici, tout le monde avait une dette. Cette table, le mois dernier, c'était là qu'on avait prévu un duel. Ce coin, la semaine dernière, c'est là qu'un type a balancé un autre. Le vieux piano cassé contre le mur. C'est là qu'une femme a lancé son dernier regard à un étranger. Le lendemain, 3 tombes avaient été creusées. Aux tables de jeu, on misait pas juste de l'argent, mais aussi du pouvoir, des infos et parfois la vie. Un mec qui débarque sans un sou peut, en quelques parties, devenir propriétaire d'un terrain ou bien se chercher quelqu'un pour préparer son cercueil. Les cartes ici, c'est le destin. C'était un symbole. La chance, parfois, elle te sourit avec une carte, parfois elle te joue un sale tour et te met face à une balle. Ici, le vrai truc, c'était pas de gagner, c'était de savoir comment rester debout quand tu perds. Les serveuses avaient toujours le sourire, mais derrière ce sourire, combien de nuits elles avaient vécu sous la menace. Parfois, en apportant un verre, un regard mal interprété suffisait à foutre le bordel dans tout le bar. Parce que dans ces bars, l'orgueil débordait plus vite que l'alcool. Un mot, un regard, même un silence, ça pouvait déclencher une bagarre. Et ces bagarres, la plupart du temps, ça partait pas d'une baston, mais d'un simple regard. Le patron du bar, c'était en fait la personne qui savait le plus de choses en ville. Qui a un problème avec qui doit de l'argent à qui tremble un peu, qui ment. C'était toujours lui le premier à le capter. Mais il devait rester neutre, parce que prendre parti, ça pouvait vouloir dire perdre tout son business. Les patrons de bar restaient en mode neutre, parce que le bar, il fallait qu'il tienne debout. Les gens pouvaient lâcher plein d'autres trucs, mais jamais le bar, parce que ces endroits, c'était comme une grosse couverture qu'on étendait sur la solitude. L'ivresse ici, c'était pas une fuite, c'était un besoin.
Les gens buvaient pas juste pour oublier leurs problèmes, mais pour tenir une nuit de plus. Un verre de whisky valait parfois plus que 2 balles, parce qu'en buvant, tu devenais silencieux. Et quand tu étais silencieux, tu évitais le regard direct. Pas de regard direct, pas de bagarre. Parfois, boire, c'était aussi fort que prier dans cette ère. Les casinos, c'était plus la guerre que le fun. Quand un gars d'ailleurs mettait un pied dedans, il ressentait direct un froid. Parce que tous ceux à l'intérieur regardaient ce nouveau. Il essayait de deviner ce que ça représentait. Est-ce qu'il a de l'argent, un plan? Est-ce que c'est dangereux ou désespéré? Et souvent, avant même que tu aies fini ton analyse, quelqu'un s'asseyait en face de toi. « Si tu crois en ta chance, vas-y », disait-il. Et c'était plus un défi qu'une simple salutation. À la table de jeu, il n'y a pas d'amitié. Chaque gagnant se fait des ennemis. Chaque perdant accumule de la rancune. Ici, on ne gagne pas d'argent. On gagne du temps, de l'info et un avantage psychologique. Pendant que l'un bluffe, l'autre tire sur sa clope. L'un regardait les cartes pendant que l'autre ajustait doucement son flingue à la ceinture. Parce qu'ici, aucun coup n'était joué juste pour la table. Tout était un coup d'échec qui continuait dans la rue. Les pièces, derrière le bar, cachaient un tout autre monde. Des accords secrets, du trafic d'armes illégales, des échanges d'infos et parfois des amours interdites y naissaient. Chacun portait un secret ici. Des secrets qui se mêlaient à la couleur du whisky, jamais dit mais jamais oublié. Les murmures dans l'arrière-salle pouvaient parfois changer le destin de toute la ville dès le lendemain, parce qu'ici, les mots étaient aussi forts qu'une balle. Et le matin arrivait. Le bar se vidait, le casino se dispersait. Il ne restait que quelques bouteilles vides sur les tables, quelques cartes tombées par terre, et cette lumière rouge toujours accrochée dehors. Mais ce qui s'était passé la nuit d'avant, ça, le soleil ne pouvait pas l'effacer. Tout le monde remettait son masque sur le visage et retournait à ses affaires, en sachant qu'il reviendrait ce soir-là, au même bar, parce que ces endroits, c'était pas juste pour boire ou jouer, c'était une manière d'exister, le centre social pour survivre, même si ici, l'homme s'éloignait de son humanité. Il se sentait un peu plus vivant. Imagine un mec qui marche tout seul en plein milieu du désert, sous un soleil de plomb, dans la poussière, avec des bottes à clous et à chaque pas la douleur du sol brûlant. Un groupe de gars armés passe devant lui à cheval. Personne ne s'arrête, personne ne le regarde dans les yeux. Parce qu'un gars qui marche à l'ouest, soit il est fauché, soit il cherche des embrouilles. Et dans les deux cas, personne ne veut s'en mêler. Dans l'ouest sauvage, un cheval, c'était pas juste un animal, c'était une identité. Si t'avais pas d'identité, c'était comme si t'existais pas. Un cheval, ce n'était pas juste un moyen de te déplacer du point A au point B, c'était aussi une question de survie, de respect, voire d'être pris au sérieux. Avoir un cheval, c'était appartenir à un endroit. Celui qui n'en avait pas, c'était comme une feuille morte emportée par le vent. Les routes poussiéreuses à la sortie du bled étaient pleines de souvenirs, des cailloux et les traces des anciennes diligences. Ces chemins, c'était pour les chevaux. Les voitures n'étaient pas encore répandues. Les trains, eux, ne reliaient que quelques grandes villes. Mais même pour aller à la gare, il te fallait d'un cheval. Dans le Far West, tout était loin. Ton voisin pouvait être à 2 jours de route. La ville s'organisait autour du marché qui n'avait lieu qu'une fois par semaine, et c'était surtout pour ceux qui avaient un cheval. Avoir un cheval, ce n'était pas juste un signe de richesse, c'était aussi une question de sécurité, de rapidité et de liberté. Quand la nuit tombait, si tu n'avais pas de cheval, tu ne pouvais pas rentrer en ville. Ceux qui se faisaient attraper en plein milieu de la route tombaient souvent sur des bandits, et quelqu'un qui essayait de se déplacer à pied, c'était sûrement parce qu'il fuyait ou qu'il attendait sa punition. Parce qu'une personne honnête, elle ne partait jamais à pied. Ça n'arrivait pas, du moins pas ici. Les chevaux reflétaient l'état d'esprit de leur propriétaire. Le cheval d'un type agressif était impatient. Quelqu'un de calme chuchotait ses ordres à son cheval. Et c'était une sorte de reconnaissance à l'ouest. Les gens regardaient d'abord ton cheval, puis toi, parce que la façon dont tu montais ton cheval montrait quel genre de mec tu étais. Celui qui traite bien son cheval est digne de confiance. Celui qui le méprise pourrait dégainer son arme vite fait. C'est comme ça que se racontaient plein d'histoires, de duels, de fuites et d'exploits. Au centre, il y avait des chevaux. Un type qui arrivait en trombe en ville réveillait tout le monde avec le bruit des sabots de son cheval. Ceux qui entendaient ce bruit jetaient un coup d'œil par le rideau, parce que ça voulait dire qu'une nouvelle arrivait, ou peut-être qu'un problème se rapprochait. Ces sons racontaient toujours quelque chose, et parfois, quand ils n'arrivaient pas, les gens se sentaient vides, parce que le village n'était pas habitué au silence. Les voyages se faisaient à cheval, mais pas juste pour aller quelque part, aussi pour fuir.
Pour une bande qui voulait braquer une diligence, la chose la plus importante, c'était d'avoir un bon cheval. C'était ça le truc. Parce qu'après avoir volé, faut pouvoir filer vite. La force des chevaux, c'est ça qui dictait le rythme à l'ouest. Le développement des bleds, les routes, même les frontières, tout ça, c'était possible grâce aux chevaux. Mais avoir un cheval, c'était pas donné, hein. Un bon cheval coûtait cher. Faut le nourrir, l'éduquer, le soigner quand il est malade, ça demande des responsabilités. Du coup, ce qui se voulait le plus, c'était les chevaux. Voler un cheval, c'était même plus dangereux que tuer quelqu'un. Te piquer le cheval de quelqu'un, c'était un peu comme lui voler son identité. Et souvent, ce genre de crime finissait au bout de la corde. Personne n'aurait été surpris de voir un gars pendu sur la place du village pour avoir volé un cheval. Les gamins apprenaient à monter un cheval avant même d'apprendre à lire et à écrire, parce que c'était la première règle pour survivre. Même les filles savaient monter à cheval, parce qu'un jour, elles pourraient bien devoir s'enfuir à cheval. Peut-être à cause d'un incendie, d'un type ou même du destin. Mais tout le monde savait ça. Pas de cheval, pas de salut. Dans les bars, les rencontres commençaient toujours par les chevaux. La question « Tu montes sur quel cheval ?» venait avant « Tu viens d'où ?» Parce que ton cheval, c'est ta vraie origine. Ce n'était pas l'endroit qui comptait, mais qui tu étais vraiment. Les facteurs livraient le courrier à cheval. Les médecins traversaient la nuit à cheval pour rejoindre une femme sur le point d'accoucher. Certains même faisaient accoucher les femmes dans les bras du cheval. Parce que dans cette course contre le temps, c'était le cheval qui faisait la différence. Et chaque adieu commençait par une main posée sur l'étrier. Quand un homme disait au revoir, il ne croisait pas le regard de l'autre. Il posait son pied dans l'étrier, tournait le dos et montait en selle. À ce moment-là, tout ce qui n'était pas dit se cachait dans le bruit des sabots. Le cheval était le porteur silencieux d'un adieu. En fin de compte, dans le Far West, la vie, c'était un cheval. On vivait sur le dos d'un cheval, et c'est à son ombre qu'on finissait. Même ta mort se racontait à cheval. La nouvelle des funérailles filait à toute allure, portée par un cheval vers une autre ville. Parfois, ton cercueil voyageait dans une carriole tirée par un cheval, pour ton dernier trajet. C'est pour ça que les chevaux étaient sacrés comme des pierres tombales. On ne montait pas juste dessus, on les respectait aussi. Posséder un cheval, ce n'était pas juste un signe de richesse, c'était aussi synonyme de sécurité, de vitesse et de liberté. Quand la nuit tombait, si t'avais pas de cheval, t'arrivais pas à rentrer en ville. Ceux qui se faisaient surprendre en plein chemin, c'étaient les bandits qui s'en chargeaient. On croisait des gens et celui qui essayait d'aller quelque part à pied fuyait probablement ou attendait sa punition. Parce qu'une personne honnête ne partirait jamais à pied. Du moins, c'était comme ça ici. Les chevaux reflétaient l'état de leur propriétaire. Le cheval d'un homme agressif serait impatient. Une personne calme commandait à son cheval en lui murmurant. Et ça, c'était une sorte de reconnaissance à l'ouest. D'abord, les gens regardaient ton cheval, puis eux. Parce que la façon dont tu utilises ton cheval, comment tu te fais porter, ça disait qui tu étais. Quelqu'un qui traite bien son cheval est digne de confiance. Celui qui méprisait son cheval pouvait vite dégainer son arme. Derrière plein d'histoires, de duels, de fuites et d'actes de bravoure, il y avait toujours des chevaux. Un gars qui débarquait à toute vitesse en ville avec le bruit des sabots de son cheval réveillait tout le monde. Ceux qui entendaient ce son ouvraient un peu les rideaux, parce que ça voulait dire qu'une nouvelle arrivait, ou peut-être un problème se pointait. Ces bruits racontaient toujours quelque chose, et parfois, quand ils ne se faisaient pas entendre, les gens se sentaient en manque. Parce qu'à l'ouest, on n'était pas habitué au silence. Les voyages se faisaient à cheval, mais juste ça. On ne prend pas un cheval juste pour aller quelque part, mais surtout pour s'enfuir. Pour une bande qui veut braquer une diligence, la chose la plus importante, c'est d'avoir un bon cheval. Parce que près le braquage, la vitesse, c'est ce qui compte. La puissance des chevaux dictait le rythme de l'Ouest. Le développement des villes, le tracé des routes, même l'évolution des frontières, tout ça dépendait des chevaux. Mais avoir un cheval, c'était pas donné. Un bon cheval coûtait cher. Le nourrir, l'entraîner, le soigner quand il tombait malade, ça demandait des responsabilités. Du coup, ceux qui se volaient le plus, c'était justement les chevaux. Le vol de chevaux, c'était même pire que le meurtre. C'était carrément dangereux. Voler le cheval de quelqu'un, c'était comme lui piquer son identité. Et souvent, pour ce genre de crime, c'était la corde au cou. Personne ne serait surpris de voir un gars pendu sur la place du village pour avoir volé un cheval. Les gamins apprenaient à monter avant même de savoir lire et écrire, parce que c'était la base pour survivre. Même les filles apprenaient à monter à cheval, parce qu'un jour, il faudrait peut-être fuir à cheval, peut-être un incendie, peut-être un type, ou juste le destin. Mais tout le monde savait une chose, sans cheval, pas d'échappatoire.
Rencontre au bar. Tout commençait par les chevaux. Avant même de demander d'où tu viens, on te demandait sur quel cheval tu montes. Parce que ton cheval montrait pas d'où tu venais, mais qui tu étais. Les postards transportaient le courrier à cheval. Les médecins traversaient la nuit à cheval pour atteindre une femme sur le point d'accoucher. Certains faisaient même l'accouchement sur le dos du cheval, parce qu'on courait toujours contre le temps, et c'est à cheval qu'on le gagnait. Chaque adieu commençait par poser la main sur la selle du cheval. Un homme qui dit au revoir ne se regarde pas dans les yeux. Il pose son pied dans l'étrier, tourne le dos et monte à cheval. À ce moment-là, tout ce qui n'a pas été dit, c'est le cheval qui le porte. Le bruit du sabot se cachait dans le silence. Le cheval était le messager d'un adieu muet. Dans l'Ouest sauvage, la vie se vivait à cheval. C'est là que tout finissait, à l'ombre d'un cheval. Même ta mort était annoncée à cheval. Les nouvelles de funérailles arrivaient à toute vitesse dans une autre ville grâce au cheval. Et parfois, ton cercueil voyageait dans une charrette tirée par un cheval pour son dernier trajet. C'est pour ça que les chevaux étaient sacrés, comme des pierres tombales. On ne se contentait pas de les monter, on les respectait aussi. Alors que le soleil venait juste de se lever à l'horizon, dans une rue poussiéreuse du bled, un gars marchait avec une gourde d'eau à la main. Une femme apparaît. Parfois, elle jette un coup d'œil inquiet par-dessus son épaule pour vérifier derrière elle. D'autres fois, elle baisse simplement la tête, essayant de repérer un type qui pourrait lui poser problème sur le chemin. Ce matin, dans l'Ouest sauvage, ça peut être juste une journée de plus pour les hommes, mais pour elle, c'est le début d'un nouveau combat pour survivre. Pour les femmes de l'Ouest sauvage, la sécurité, c'est un luxe qu'on obtient en se planquant derrière un mur, un luxe qu'on connaît rarement. Vivre dans une ville frontalière, c'est compliqué pour presque toutes les femmes. Ça voulait dire un danger, parce que dans ces petites villes, la loi était toujours du côté des hommes. Ce n'était pas suffisant qu'une femme dise non. Personne ne voulait entendre sa voix. De toute façon, le pouvoir des hommes, c'était pas seulement leurs armes, mais aussi la liberté que la société leur accordait. Les femmes, elles, n'existaient que comme décor, divertissement ou bonnes à tout faire dans ce système. Beaucoup de filles se mariaient très jeunes. Avant même de comprendre le monde, on attendait d'elles qu'elles deviennent femmes d'un homme. Derrière ces mariages, il y avait les familles, les intérêts ou juste... Il fallait se protéger. Mais cette protection, c'était du vent. Souvent, ces mariages, pour les femmes, c'était juste une nouvelle prison. Leurs envies, leurs rêves, leur avenir disparaissaient dans l'ombre des hommes. La plupart des femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Beaucoup ne savaient ni lire ni écrire. Leur savoir venait juste de ce qu'elles entendaient dire. Du coup, elles ne connaissaient pas leurs droits et restaient silencieuses face aux injustices. Même si elles savaient, trouver un tribunal, un jury ou un témoin pour défendre leurs droits, c'était presque impossible. La justice du Far West, c'était celle des hommes. C'était un système qui les réduisait au silence. Certaines femmes étaient forcées de vendre leur corps juste pour survivre. Ce n'était pas un choix pour elles. La plupart du temps, c'était une fin imposée par la nécessité, la faim, le fait de ne pas avoir de toit ou d'être abandonnée. Les maisons closes pour ces femmes étaient à la fois un refuge, une prison et le centre de leur exclusion sociale. Une fois qu'elles avaient pris ce chemin, s'en sortir était presque impossible et chaque nuit, enfermées dans leur chambre, elles ne se livraient pas seulement au corps des hommes, mais aussi à la haine de la société, à son silence et à son indifférence. Dans le Far West, pour une femme, même accoucher d'un gosse, c'était une vraie lutte pour survivre. Il n'y avait ni sage-femme correcte, ni soins médicaux dignes de ce nom. Une simple infection, un saignement ou une mauvaise intervention, et c'était la fin. Les femmes, on ne les voyait pas juste comme des personnes, mais comme des outils. Elles devaient pondre des gamins, gérer la maison et fermer leur gueule quand il fallait. Les femmes qui refusaient ces règles, on les traitait de folles, ou on les virait au bout du bled avec tout un tas de ragots. Mais malgré tout ça, certaines femmes tenaient bon, un peu comme des ronces. Elles ont réussi à résister, telles des fleurs qui s'épanouissent. Certaines ont ouvert une école. D'autres sont devenues les premières infirmières de la ville. D'autres encore ont commencé à écrire, donnant ainsi de l'espoir à d'autres femmes. Elles étaient peut-être peu nombreuses, mais leur influence a été considérable. Au lieu de détourner le regard, elles ont avancé en regardant droit devant elles. Et chacun de leurs pas a ouvert une nouvelle voie pour les femmes qui les suivaient. Aujourd'hui, lorsque nous regardons cette période, nous ne devons pas seulement nous souvenir de la sauvagerie, des hommes armés ou des hors-la-loi. Le Far West était aussi une région inexploitée. Le cri d'une femme, c'est l'ombre d'une résistance silencieuse,
et de milliers de femmes qui cherchent à faire reconnaître leur existence. Pour elles, survivre, c'était bien plus que juste respirer. C'était une bataille à gagner chaque jour. Les bottes qui résonnaient sur les chemins poussiéreux du bled n'annonçaient ni un procès ni la venue de la justice, mais plutôt une exécution. Dans l'Ouest sauvage, ce qu'on appelait justice tenait souvent au bout d'une balle, tirée parfois par un shérif, parfois par un désir glacial de vengeance. On expliquait ça. Mais qui étaient vraiment ces types? Est-ce qu'ils protégeaient vraiment le peuple ou étaient-ils juste la nouvelle face de la violence? Il est temps de parler des zones d'ombre derrière l'étoile qui symbolisent la loi. Dans l'Ouest sauvage, le poste de shérif ne devait pas être confondu avec la justice d'une société civilisée. Le shérif était choisi par vote, mais la plupart du temps, c'était le gars le plus redouté du coin ou celui qui avait le plus d'armes qui prenait le siège. En gros, l'étoile ne représentait pas la confiance, mais un signe de puissance. Et une fois que ce badge était accroché, ce mec-là faisait la loi. Il voulait arrêter quelqu'un? Il n'avait même pas besoin de donner de raison. Il suffisait qu'il dise qu'il y avait une menace quand il tirait sur quelqu'un. Pas besoin de témoins ni de preuves. Dans certaines petites villes, le shérif était vraiment un type honnête et courageux qui essayait de protéger les gens. Mais c'était l'exception. En général, c'était tout autre chose. Des mecs qui avaient été des bandits, puis qui étaient devenus shérifs en officialisant leurs armes, essayaient de cacher leur passé sombre derrière l'éclat de leur étoile. Éliminer leurs anciens ennemis au nom de la loi, c'était leur truc. Mettre en tôle ou exiler ceux qui ne servaient pas leurs intérêts, c'était eux qui décidaient. La justice, c'était juste un mot. Ce qui comptait vraiment, c'était de savoir qui foutait la trouille au village. Dans l'Ouest sauvage, la justice, c'était super perso. Être shérif, ça voulait pas dire qu'il devait suivre la loi. Souvent, c'était plutôt la loi qui s'adaptait à ses envies. Il voulait un terrain, il accusait le proprio d'un crime. Il trouvait 2-3 témoins, et bam, il envoyait le gars en prison ou il faisait disparaître. Les tribunaux, c'était du théâtre. Il n'y avait pas de jury, de toute façon. Même s'il y avait d'autres, tout le monde se décidait sous l'ombre du shérif. Parce que personne ne voulait entendre des coups de feu devant sa porte en pleine nuit. La situation avait tellement dégénéré que dans certains villages, les gens s'étaient divisés en 2 camps, ceux qui étaient avec le shérif et ceux qui étaient contre lui. Ceux qui étaient contre, la plupart du temps, finissaient soit 6 pieds sous terre, soit à fuir le village. Ceux qui restaient apprenaient à vivre dans la peur. Ils se réveillaient avec le nom du shérif en tête et se taisaient à cause de lui. On n'apprenait pas aux enfants à aimer la loi, mais à craindre le shérif. Ce n'était pas la justice qui régnait, mais la soumission. Mais la soumission. Tout le monde savait. Le flingue du shérif tirait plus vite que le livre de la loi. Pour certains shérifs, ce pouvoir donnait presque un sentiment de divinité. Le destin de la ville reposait entre leurs lèvres. Ils pouvaient filer une nouvelle chance à quelqu'un ou le condamner à une obscurité sans fin. Ce sentiment de pouvoir absolu finissait par faire oublier la conscience, remplacée par l'arrogance et la brutalité. Et c'est surtout les innocents qui en prenaient plein la gueule. Parce que dans l'Ouest sauvage, prouver son innocence, c'était la chose la plus dure. Et souvent, on n'avait même pas la chance de le faire. L'ombre du shérif. Parfois, son visage prenait une telle expression que ça déclenchait une sorte de résistance populaire. Cette résistance restait souvent silencieuse. Personne ne se posait ouvertement, mais les regards se refroidissaient, les rues devenaient désertes et les portes se fermaient plus tôt. Certains âmes courageux tentaient alors de faire régner la justice de leurs propres mains. Ça annonçait un nouveau duel, une nouvelle exécution, une nouvelle vendetta. Dans ce cercle vicieux, le shérif devenait soit encore plus dur, soit il finissait par se faire remplacer par une autre obscurité à coups de balle. Ce qui est surprenant, c'est que certains shérifs étaient soutenus par le peuple. On racontait des légendes. Pourtant, ces légendes reposaient souvent sur des histoires inventées. Par exemple, on disait qu'il avait attrapé un bandit, mais personne ne se demandait vraiment si ce bandit était coupable. Il avait réprimé une révolte, mais personne ne s'intéressait aux raisons de cette révolte. Ce qui comptait, c'était que le shérif tienne toujours debout. Parce que dans l'Ouest sauvage, celui qui survivait avait toujours raison. Et le plus ironique, c'était ça. Parfois, dans l'Ouest sauvage, les bandits, c'était eux qui représentaient la justice. Les shérifs, eux, étaient la vraie oppression. Difficile de faire la différence. Les deux étaient armés, les deux menaçaient, les deux tuaient. Il y en avait juste un qui avait une étoile sur la poitrine.
Mais cette étoile, elle brillait pas dans le noir. Au contraire, elle légitimait l'obscurité. Parfois, la voix de la justice résonne pas dans une salle d'audience. Parfois, une décision se prend pas devant un jury nombreux, mais dans le regard de quelques types en colère. C'était comme ça dans le Far West. Si ton cheval se faisait piquer, c'était pas juste une perte matérielle. C'était une tache sur ton honneur, une menace qui te volait l'espoir de t'en sortir vivant. Et souvent, ça se payait par une corde et une branche d'arbre. L'histoire commençait souvent comme ça, le matin. Vous vous réveillez, la porte de l'écurie est entr'ouverte, vous foncez dedans, le cœur qui bat à tout rompre, et là, le choc. Votre cheval a disparu. Tout le village est sur le pied de guerre. Qui ça a pu être? Quand il est parti? Où est-il passé? Les questions fusent dans tous les sens. Mais il y en a une qui tourne en boucle dans toutes les têtes. Cet homme doit mourir. Parce qu'au Far West, un homme sans son cheval, c'était comme s'il avait perdu la moitié de sa vie. Transport, fuite, gagne-pain, tout reposait sur sa monture. Voler un cheval, c'était pas juste laisser l'homme démuni, c'était le mettre en plein milieu du danger, sans défense. Le vol de cheval, c'était le pire crime dans le Far West. C'était un de ces délits. Même les lois officielles laissaient presque aucune marge de manœuvre à ce sujet. Dans certains endroits, la peine de mort était prévue par la loi. Ailleurs, la loi passait à la trappe. Le peuple faisait sa propre justice. La culture du lynchage prenait le dessus. Les habitants du village se rassemblaient. On n'attendait pas que le coupable avoue. Il suffisait que quelqu'un dise « je l'ai vu » pour que ça parte. Après un court silence, une corde épaisse, un coup de pied dans une chaise, et voilà un corps qui se balance dans le vide. On réfléchissait rarement à 2 fois avant de décider de pendre un homme. Et s'il s'était trompé? Demander c'est quelqu'un, c'était risqué. Ça te faisait passer pour complice. Parce que dans l'Ouest sauvage, le doute ne touchait pas seulement la cible, mais aussi tout ce qui l'entourait. Du coup, la plupart du temps, les gens se taisaient. La décision de la foule était présentée comme une conscience collective. Mais cette conscience, c'était en fait la colère pure. Que le coupable soit là ou pas, un cheval avait disparu et quelqu'un devait payer. Il y avait des cas où la frontière entre justice et vengeance devenait vraiment floue. Un homme respecté du coin, peut-être un propriétaire terrien, perdait son cheval un matin et juste après, un jeune nomade, un étranger solitaire ou un homme vivant dans la misère était accusé. La plupart du temps, il n'y avait pas de preuves, mais être pauvre, silencieux, seul, c'était pris comme un signe de culpabilité. Avec la logique que les biens du riche ont de la valeur, la vie de l'accusé était considérée sans importance. Du coup, les exécutions n'étaient pas une question de justice, mais une célébration sanglante du déséquilibre social. Après les exécutions, le village sombrait dans un silence temporaire. Pendant quelques jours, personne ne parlait de l'affaire. Tout le monde baissait les yeux et reprenait sa routine. Mais ensuite, petit à petit, les rumeurs commençaient à courir. « C'était vraiment lui ?» demandait l'un. L'autre répondait « Le cheval a été retrouvé, il était ailleurs. » Mais c'était trop tard maintenant, parce que dans le Far West, la mort, c'était une décision irrévocable. Et parfois, le pire crime, c'était de remettre cette mort en question. La réaction violente face au vol de cheval n'était pas juste une question d'argent, c'était une question d'honneur, d'appartenance. Parfois même, c'était un spectacle social alimenté par la soif de vengeance. L'homme qui avait perdu son cheval ne voulait pas paraître faible devant les autres. Dire « je ne pardonne pas cette injustice » lui permettait de garder son influence sociale, et voilà, la force se protégeait, même au prix de détruire d'autres vies. La réputation sociale se construisait parfois sur un cadavre. Mais si la personne était vraiment coupable, si elle avait vraiment volé ce cheval par faim ou par désespoir, alors les consciences restaient silencieuses. Parce que dans l'Ouest sauvage, le besoin n'était pas une excuse. Même un vol commis pour survivre était puni. On ajoutait même des crimes imaginaires, comme si tu avais écrasé un enfant avec le cheval volé. Parce que le but n'était pas vraiment la justice, mais la dissuasion. Donner l'exemple, faire peur aux autres. Faire peur, ça veut dire « ça peut arriver aussi ». Mais malgré tout ça, parfois, il y avait un peu d'humanité qui se glissait là-dedans. Parfois une femme,
Peut-être une mère était jetée dans la foule avant l'exécution. Elle criait « Mon fils est innocent !» Ou un gamin disait « Mon père ne l'a pas fait !» Ces moments-là faisaient vibrer un peu cette foule de pierres, mais souvent ça ne suffisait pas, parce que cette vibration se noyait dans la vague de colère. Et le dernier regard de l'homme pendu ne se posait pas tellement vers le ciel, mais plutôt vers la foule qui détournait les yeux. En résumé, dans l'Ouest sauvage, un cheval, le vol, c'était pas juste un crime, c'était une sorte d'exécution sociale. Jugement rapide, exécution rapide, puis on oublie. Mais cet oubli, c'était pas une vraie acceptation, juste une conscience refoulie. Et cette conscience, elle résonnait chaque nuit dans les rêves de certains. Parce que parmi ces victimes, il y en avait qui étaient vraiment innocentes. Et cette innocence, elle restait là, au milieu du village, comme une pierre tombale invisible. Dans les rues du bled, chaque gars avait dans sa poche un peu de coton pour une balle, une attelle en bois pour une fracture, voire même du fil pour recoudre ses propres blessures. Le transport du fil n'était pas un hasard, parce qu'ici, chacun était un peu son propre médecin, ou du moins devait être assez débrouillard pour préparer sa propre fin. Une petite coupure pouvait devenir une infection en quelques jours, cette infection pouvait pourrir tout le bras, et au final, gangrène et mort pouvaient frapper à la porte. Cette peur avait fait circuler entre les gens l'expression « quand tu vois du sang, commence à prier ». Les vrais docteurs étaient très rares. Ceux qui en avaient se trouvaient généralement dans les grandes villes, là où passent les voies ferrées. Si un docteur venait dans une bourgade, ils étaient presque accueillis comme à un festival. Mais la plupart de ces docteurs étaient loin de la médecine moderne, quelque part entre le charlatan qui pense guérir les maladies en tirant du sein et la personne vraiment formée, et certains essayaient de gagner la confiance en disant qu'ils s'occupaient aussi des animaux. Pourtant, ils avaient souvent des instruments rouillés, loin d'être stériles. La morphine, c'était le remède à tous les maux, ça calmait la douleur, mais la plupart du temps, ça ne repoussait la mort que de quelques heures. Les problèmes de dents, c'était une vraie torture. Caries, douleurs, abcès, même en ville, c'était galère. À l'époque du Far West, c'était vraiment la galère pour les gros bobos. Si tu devais te faire arracher une dent, tu passais soit par un gars bourré dans un saloon, soit par un commerçant courageux avec une pince de forgeron. Et pendant l'opération, le mieux que tu pouvais espérer, c'était de t'évanouir à cause de la douleur. L'anesthésie, ça n'existait que dans les histoires. Survivre à une extraction dentaire, c'était déjà un exploit. Pour les blessures, c'était encore pire. Disons que tu te prends une balle. Si tu as de la chance, la balle ne touche pas l'os ni les organes, mais alors l'infection. Il y avait des hémorragies internes. Pas de radio pour détecter ça. On pouvait juste appuyer sur la blessure comme avec un fer rouge, des méthodes à l'ancienne. Sortir la balle, c'était un peu un coup de poker. Faut trouver quelqu'un de doué, souvent un ancien soldat. Il pouvait la retirer, mais si ses mains tremblaient, s'il voyait mal ou s'il n'avait qu'un couteau sur lui, les chances de mourir étaient vraiment élevées. Pour les femmes, c'était pareil. Les accouchements se faisaient souvent à la maison, par des mains inexpérimentées. S'il y avait une sage-femme, c'était une chance, sinon, les voisins, surtout les femmes âgées, essayaient toujours de filer un coup de main. Pendant l'accouchement, si le saignement s'arrêtait pas ou si le bébé était mal positionné, c'était souvent fatal autant pour la mère que pour l'enfant. Et les femmes savaient ça en mettant au monde. Chaque nouvelle vie était aussi une façon de faire face à la mort, c'était un peu le destin tacite de l'Ouest sauvage. Utiliser des plantes médicinales, c'était super courant dans le coin. Le gingembre, la sauge, le thym, on les buvait en infusion ou on les appliquait sur les blessures. Parfois, c'était accompagné de prières. Mais bon, aucune de ces méthodes n'avait vraiment de preuves scientifiques derrière. La plupart du temps, ça servait à autre chose qu'à te faire gagner un peu de temps. Le vrai espoir, c'était que ton corps se remette tout seul. Si ton système immunitaire était costaud, tu survivais. Sinon, personne ne savait à qui la mort allait frapper à la porte. Bien sûr, il y avait des bleds un peu plus chanceux. Là-bas, il y avait des gars qui faisaient les docs depuis des années, un peu formés, un peu doués de naissance. On les appelait les sobornes. Littéralement, les coupeurs d'os, parce que ce qu'ils savaient faire de mieux, c'était couper les membres. Si une balle avait explosé ton bras, que la gangrène avait commencé, amputer le bras était la seule option pour survivre. Voilà. L'intervention se fait généralement sur un tabouret de bar. On met un bout de cuir ou un bâton dans la bouche du gars. Quelqu'un lui tient l'épaule. Le docteur commence à scier. À ce moment-là, tout le monde en ville se bouchait les oreilles pour pas entendre ces bruits.
Mais malgré toute cette horreur, les gens continuaient à vivre, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Vivre avec la douleur, la peur, la mort, c'était normal. Les gamins s'habituaient à la souffrance dès tout petit. Un môme qui s'était écorché le genou en tombant n'attendait pas plus de sa mère qu'un « ça va passer ». Parce que la vérité, c'est ça. Ça aurait pu ne pas passer. Chaque blessure pouvait annoncer la fin. Au final, il n'y avait pas de système de santé dans l'Ouest sauvage. Survivre, c'était une question de chance et de résistance. Aujourd'hui, quand on a mal à la tête, on file à la pharmacie. Mais à l'époque, les gens essayaient de calmer leur migraine en se collant la tête contre un mur. Et c'est pour ça que vivre là-bas, c'était pas juste une aventure, c'était un combat constant entre la vie et la mort. Dans l'Ouest sauvage, il n'y avait qu'une seule certitude en commençant la journée, que ce jour-là serait pas comme la veille, parce que le terrain, lui, restait jamais fixe. Les gens n'étaient jamais les mêmes, même le danger, on savait jamais d'où il allait venir. Chaque jour, un nouveau bout de terre, un nouveau visage, un nouveau ciel, et souvent, une nouvelle tombe. C'est ça la vie de nomade. Bouger, c'était rester en vie, mais c'était aussi de la fatigue, de l'incertitude, et chaque matin, une nouvelle lutte pour survivre. Le matin d'un nomade commençait souvent avec le hennissement des chevaux. La toile de la tente encore humide, on regardait les cendres du feu de camp qu'on avait traîné quelque part pendant la mie, avec la fatigue d'hier toujours là, et celle d'aujourd'hui qui arrivait. On planifiait l'itinéraire. Sur ton dos, t'avais pas juste tes affaires, mais aussi le poids de ton passé, de tes peurs et de tes espoirs. Parce que cette vie, c'était celle de ceux qui doivent toujours avancer. Si tu t'arrêtes, soit tu crèves de faim, soit tu te fais descendre. Ou peut-être que t'es juste oublié. Être nomade, c'était accepter de ne pas appartenir à un endroit. Mais ça voulait aussi dire que tu n'étais vraiment en sécurité nulle part. Chaque fois que tu entrais dans un nouveau bled, tous les regards étaient braqués sur toi. Parce que les gens pensaient que ceux qui viennent de l'extérieur, c'est soit pour vendre un truc, soit pour en piquer l'un. Chaque gamin, ma mère me répétait toujours de rester loin de ces étrangers. Pour les nomades, ce n'est pas de l'hospitalité, il y avait de la méfiance. Parfois, il fallait mentir, juste pour gagner quelques sous ou trouver un endroit où dormir. Mais même ces mensonges étaient de petites batailles pour survivre. Monter le camp la nuit, c'était un autre risque. Si tu allumes un feu, tu te réchauffes, mais tu te fais aussi repérer de loin. Des bandits aussi forts chasseurs que les chasseurs eux-mêmes guettent en embuscade. Et si t'es seul, t'es pas sûr de voir le matin arriver. Voilà pourquoi les nomades se déplacent souvent en groupe. Ils bougeaient ensemble, mais être en groupe ne voulait pas toujours dire sécurité, parce que la faim, la fatigue et le manque de confiance pouvaient finir par monter tout le monde les uns contre les autres. Parfois, ceux qui partageaient la même soupe se retrouvaient à se braquer avec des armes la même nuit. Croiser d'autres nomades sur la route, c'était marcher sur une corde raide. Demander de l'aide, c'était aussi montrer une faiblesse. Mais parfois, pour un simple verre d'eau, il fallait bien se montrer vulnérable. Certains jours, la seule personne que tu croisais était un gars aussi crevé que toi. Les regards se croisent. Vous pensiez tous les deux la même chose. Si je ne te touche pas, tu ne me touches pas non plus. Puis, vous passiez chacun votre chemin en silence, sans jamais vous recroiser. Pour les femmes nomades, c'était encore plus compliqué. Elles ne luttaient pas seulement contre le danger, mais aussi contre le poids de chaque regard masculin posé sur elles. Dans certaines villes, être une femme était carrément perçu comme une menace. Du coup, elles portaient souvent des fringues d'hommes. Certaines se coupaient les cheveux, changeaient de nom, passant d'une identité à une autre, parce qu'elles étaient nomades. Connaître le vrai nom d'une femme, c'était souvent son plus grand secret. En voyage, le compagnon le plus fidèle, c'était le cheval. Mais si lui aussi tombait de fatigue, le voyage restait à moitié fait. Quand le cheval d'un nomade mourait, tout était fini. Parce que marcher à pied, c'était comme signer son arrêt de mort. L'eau, la nourriture, le repos du cheval, tout ça déterminait le destin du nomade. Parfois tu partageais ta propre nourriture avec ton cheval, parce que tu savais que s'il tombait, toi aussi tu tomberais. Ce qui était fascinant dans la vie nomade, c'était surtout que la route n'avait jamais de fin. Il n'y avait pas vraiment de destination. En fait, il ne fallait juste pas y arriver. Ce qui comptait, c'était pas où on allait, mais d'où on fuyait. Parce que le passé, souvent, il pesait tellement que les gens bougeaient juste pour le laisser derrière eux. Certains fuyaient un crime, d'autres une trahison, et puis il y en avait qui fuyaient juste le silence du passé. Mais dans tout ce flou, il y avait une forme de liberté. Être nomade, c'est pas appartenir à un endroit précis,
c'est aussi pouvoir se sentir chez soi partout. Le matin, tu te réveillais au bord d'une rivière. Le soir, tu allumais un feu au pied d'une montagne. Et voilà. Les étoiles étaient toujours avec toi la nuit. Chaque jour, c'était un nouveau ciel. Chaque matin, un nouvel espoir. Et souvent, cet espoir suffisait à lui seul pour continuer à vivre. Les nomades du Far West étaient des figures silencieuses de l'histoire. Ils n'avaient pas de nom sur les cartes. On ne trouvait même pas leur pierre tombale. Mais eux, c'étaient les vrais maîtres de ces routes poussiéreuses. Et à chaque pas, ils portaient la fierté d'avoir vécu un jour de plus. Au milieu de la ville, un prédicateur parlait dans un nuage de poussière. Il criait avec sa Bible à la main. Ses mots volaient dans l'air comme des balles. Autour de lui, les gens s'étaient rassemblés. Ils avaient la tête baissée, mais leurs mains tenaient toujours fermement la crosse de leurs armes. Parce qu'ici, il n'y avait que quelques secondes entre une prière et une balle tirée. Dans le Far West, croire en Dieu et se réfugier chez le diable, c'était un peu la même chose. La foi pure de la religion, l'obscurité de la sorcellerie et les règles bizarres des superstitions étaient tellement mêlées qu'on ne pouvait plus les distinguer. À cette époque, dans les petites villes, il y avait autant de médiums, voyants et sorciers que d'églises. Tout le monde vivait dans la peur, parce qu'on a peur de ce qu'on ne voit pas. Quand la maladie frappait, on allait chez le médecin. Avant qu'on ne soit appelé, on disait que c'était à cause du mauvais œil. Quand les récoltes séchaient, on pensait que c'était une malédiction. Si un enfant pleurait, on imaginait qu'un esprit maléfique était en cause. Du coup, la sorcière avait autant de boulot que le prêtre. On récitait une prière pour les douleurs aux os de l'un et on donnait de la peau de serpent séchée à un autre en pleine dépression. Tout ça était pris au sérieux en même temps. Ici, on craignait Dieu, mais on avait aussi un profond respect pour la nature. Quand l'éclair frappait, certains priaient, d'autres organisaient des rites, certains cherchaient à se purifier en s'immergeant dans l'eau, d'autres Ils grimpaient au sommet et traçaient le chemin de leur vie en se basant sur la position des étoiles. L'Ouest ne se vivait pas qu'avec un gilet pare-balles et un revolver, mais aussi avec des amulettes, des talismans et les forces de la nature. Et personne n'avait une foi unique dans le cœur. Tout ça s'entremêlait, créant une ligne floue entre la vie et la mort. Surtout les rencontres avec les autochtones amplifiaient encore ce chaos de croyances. Les rituels religieux des tribus indiennes étaient soit vus comme de la magie, soit comme une malédiction par les cow-boys. Mais certains apprenaient en cachette d'eux. Ils faisaient des offrandes la nuit dans la forêt, ils disaient même parler aux esprits des loups dans leurs rêves. C'était compliqué. Personne n'était sûr de quelle prière allait à Dieu, laquelle à la nature ou à Satan. Mais tant que ça marchait, on disait que c'était vrai. Et on le faisait. À cette époque, les cimetières de pas mal de villages étaient remplis non pas de prières, mais de balles. Pourtant, sur les pierres tombales, on trouvait des prières, des versets de la Bible, des talismans et parfois des symboles qu'on ne comprenait pas. Chacun emportait sa foi en silence jusque dans la tombe. Parce qu'ici, même la mort, c'était un rituel personnel. Certains laissaient une pomme sur la terre, d'autres un bout de tissu sec, ou comme un amulette en chiffon, peut-être pour l'âme. On trouvait la paix. Peut-être qu'il ne revenait pas. Les femmes surtout étaient les gardiennes des superstitions. Elles faisaient des sorts, mais en même temps, elles priaient le matin face au soleil. Sur les nouveau-nés, on accrochait des pierres bleues comme des perles. On clouait des fers à cheval aux portes. Tout ça pour chasser le mauvais sort. Dans toutes ces habitudes, personne ne savait vraiment ce qui était sacré ou ridicule. Mais personne ne prenait de risques non plus. On ne sait jamais. Les prêtres dans ce contexte représentaient non seulement Dieu, mais aussi l'ordre. Mais en même temps, ils avaient un revolver dans la poche. Quand il faut, il tire pas sur le diable, mais sur l'homme. Et après, c'est Dieu qui pardonne. C'est comme ça qu'il continuait son chemin. Parce qu'ici, les règles, elles s'écrivent pas dans le ciel, mais dans la terre. Personne trouvait ça bizarre de voir une arme à côté d'une cérémonie religieuse. Certains jours, il y avait même des pendaisons, juste devant l'église. La foule se rassemblait, le curé priait, puis l'exécution avait lieu. Celui qui tirait sur la corde pouvait très bien être quelqu'un qui venait de s'agenouiller pour prier. Parce que dans ces terres, le bien et le mal, c'était pas aussi clair que le noir et le blanc. Tout était gris. On vivait dans des tons un peu flous. Chacun était un peu croyant, un peu superstitieux, un peu sorcier. C'est pour ça que le Far West n'était pas juste un danger physique, c'était un vrai casse-tête pour l'âme. Tout le monde priait, mais parfois même ils ne savaient pas trop pourquoi. Peut-être que Dieu les surveillait, ou alors c'était un cauchemar qui venait leur rendre visite la nuit.
Mais personne ne partait avec une seule foi en poche. Tout le monde trimbalait un évangile, un talisman et une arme. Parce qu'ici, le secret de la vie, c'était ça. N'oublie pas Dieu, ni ton flingue. Et si un jour t'es vraiment foutu, prie. Mais là, parfois pour que ta prière soit entendue, il fallait aussi frapper à la porte d'une sorcière. Le soleil se couchait lentement quand le nouveau cow-boy du village a desserré les rênes de son cheval. Il était crevé. En pinçant les yeux pour regarder autour, un vieux gars est venu vers lui. Sa voix était à peine un murmure. « Il paraît qu'il y a une tribu indienne sur les collines d'en face. » Il dit ça, mais personne ne les a vraiment vus. Ceux qui les ont vus sont soit jamais revenus, soit n'ont plus jamais parlé. Le cow-boy a souri. Il avait l'habitude de ce genre d'histoire, mais au fond de lui, il a quand même ressenti un frisson. Parce qu'au Far West, La frontière entre les légendes et la réalité était aussi floue que la poussière emportée par le vent dans le désert. Les Indiens d'Amérique étaient parmi les ombres les plus puissantes de la mythologie occidentale. Personne ne les connaissait vraiment. Certains les décrivaient comme des guerriers impitoyables, d'autres comme des sages vivant en harmonie avec la nature. La vérité se trouvait souvent quelque part entre les deux. Mais une chose était sûre, croiser les Indiens n'était jamais une rencontre banale. C'était une épreuve de courage, de préjugés et parfois de compassion. L'examen. Dans les petites villes, il y avait des histoires terrifiantes qui circulaient. Comme cet homme qui partait en voyage de nuit et qu'on retrouvait le lendemain matin introuvable sur Skype, ou ces familles qui, assises autour du feu de camp, se réveillaient soudain en hurlant pour ensuite disparaître silencieusement. Ces histoires se racontaient toujours à voix basse, de bouche à oreille. Mais personne ne savait vraiment combien était vrai ou combien relevait du fantasme. Parce que la plupart des gens jugeaient les Indiens d'Amérique sans jamais les connaître, et la peur, souvent, n'était que la voix de l'ignorance. Par contre, certains témoins racontaient d'autres choses. Sans haut. D'une tribu qui t'aide quand t'es paumé, d'un chef âgé qui adopte un gamin perdu comme son propre fils, ou d'un guerrier silencieux qui, la nuit, te parle avec le vent en regardant le ciel. Pour eux, les Indiens n'étaient pas des ennemis, mais les représentants d'un monde qu'ils ne comprenaient pas. Et peut-être que la vraie menace, c'était pas leur existence, mais l'incompréhension des Blancs. Rencontrer les Indiens, c'était pas juste un truc physique, c'était aussi un voyage dans la tête. Leur monde était différent. Ils parlaient à la terre, ils étaient potes avec les animaux. Ils acceptaient leurs rêves comme des guides. Une rivière n'était pas juste de l'eau, c'était un être sacré, porteur d'âme et des traces du passé. Les arbres, les montagnes, le vent, tout était vivant selon leurs croyances. Et cette façon de voir les choses était incompréhensible pour ceux venus de l'Ouest. Parfois, ça pouvait même sembler menaçant. La plupart des conflits venaient de cette différence de compréhension. Le fait que l'homme blanc voulait s'approprier la terre clashait avec l'instinct protecteur des Indiens. Et l'histoire a souvent raconté ces conflits de façon unilatérale. Voilà pourquoi dans les histoires du village, les Indiens d'Amérique étaient toujours des ennemis tapis dans l'ombre. Mais en réalité, la plupart du temps, c'étaient des peuples qui essayaient juste de survivre sur leur terre. Croiser le regard d'un Indien, ça pouvait être une proposition de paix, parfois un avertissement, ou bien un adieu silencieux, parce qu'ils étaient un peuple qui comprenait sans parler, et chaque étranger qu'il croisait, il l'acceptait en lisant dans son âme, ou alors il s'écartait tranquillement. Mais une fois qu'ils te considéraient comme un ennemi, ça durait pour toujours. Pour eux, la confiance, c'était un pacte écrit avec le sang. Quelques anciens, des voyageurs, racontaient les nuits passées avec les Indiens d'Amérique, autour du feu où ils s'asseyaient ensemble, les chansons qu'ils chantaient, les interprétations de rêves, les prières adressées au ciel. Pour eux, ces rencontres étaient un tournant, parce qu'une fois que tu entres dans leur monde, tu ne regardes plus jamais le tien de la même façon. Tout change. Parfois même, un voyageur ne revient jamais. Il rejoint la tribu et commence à vivre sous un nouveau nom. Une vie qui n'a pas sa place sur la carte de l'Ouest. Aujourd'hui, quand on parle du Far West, on pense aux armes, aux saloons. Les chefs arrivent peut-être, mais derrière les montagnes silencieuses, au milieu des prairies asséchées, les traces de ces rencontres légendaires sont encore là. L'ombre racontée par l'un, la phrase dont l'autre se souvient, ou peut-être une berceuse entendue pendant l'enfance, tout ça, c'était des morceaux de cette histoire.
rencontrer les Indiens. Est-ce que c'était vrai ou juste une légende? Peut-être un peu des deux. Peut-être que seuls ceux qui regardent avec ces yeux-là peuvent voir la réponse. Mais quoi qu'il arrive, le vent sur ces terres porte encore leurs prières. Et un jour, en marchant sur la route, là où tu t'y attends le moins, si jamais une ombre se dessine, peut-être que cette ombre n'est pas une légende. C'est juste la silhouette d'une vérité que t'as pas encore captée. Sur une terre craquelée par la chaleur, un mec marchait. À chaque pas, ses bottes soulevaient la poussière sèche et il avançait dans un long silence, comme si son ombre lui tenait compagnie. Il s'appelait Tom. Tom était arrivé dans ce bled il y a 2 mois. Tout le monde avait l'air de bien l'aimer, surtout HK. Hank, c'était le patron du bar, toujours le sourire aux lèvres. Il filait de gros pourboires et faisait comme s'il était pote avec tout le monde. Mais ce que Tom ignorait, c'est que c'était un sauvage. À l'ouest, l'amitié ne commence pas par une chaleur humaine, elle finit par un regard froid. Les premiers jours, tout était calme. Hank a filé un boulot à Tom derrière le bar. Il déplaçait les barils d'alcool et la nuit, il accompagnait ceux qui jouaient de la musique. Parfois, certains soirs, Hank partageait avec lui des discussions au coin du feu, racontant de vieilles histoires. Ils buvaient du whisky ensemble, rigolaient et laissaient passer le temps. Tom commençait à lui faire confiance, mais c'est justement pour ça que dans l'Ouest sauvage, les gens s'adossent toujours contre un mur en s'asseyant, parce que la confiance ici, c'est vu comme une faiblesse. Un jour, Hank a dit à Tom, il a dit « Demain matin, on va faire un petit truc ensemble. Il y a un rendez-vous au bord de la rivière. On y va juste et on revient. C'est facile. » Tom a hoché de la tête. À l'époque, il croyait encore en l'amitié. Mais le lendemain, quand ils sont arrivés au bord de la rivière, Hank s'est désisté. Seul Tom a avancé et 3 inconnus sont sortis des buissons et l'ont entouré d'un coup. Ils avaient des armes à la main et leurs yeux étaient glacés. L'un d'eux a crié « Ramène-leur tout de suite !» Tom était perdu. Ni or, ni vol, rien de tout ça. Mais à ce moment-là, il a compris. C'était un piège. Hank l'avait utilisé comme appât. Pour se sauver ou peut-être pour régler ses dettes, il avait balancé le nom de Tom. Le gars qu'il appelait pote l'avait laissé crever sans sourciller. C'était ça, la dure réalité du Far West. Ici, les gens cachaient leur passé sombre derrière un sourire et souvent, celui en qui tu avais le plus confiance te plantait sans hésiter. Parce que la loyauté, ici, ça valait rien. C'était juste un truc à marchander. Ce jour-là, Tom s'en est sorti de justesse, mais il avait une blessure profonde dans l'âme. Plus jamais il ne tournerait le dos à quelqu'un. Pas seulement Tom, beaucoup d'autres aussi. Les gens avaient tous vécu des histoires similaires. Même parmi les cow-boys, te retourner pouvait faire sentir le canon d'un revolver dans la nuque. Parce que l'argent, l'or et la vengeance, ces 3-là pouvaient transformer des frères en ennemis. La trahison se cachait parfois dans un blague, parfois au fond d'un verre, et parfois dans le ton de voix de ton meilleur pote. Quand les voyageurs arrivaient en ville, la première question qu'ils posaient, c'était « À qui peut-on faire confiance ici ?» Et la réponse qu'ils avaient le plus souvent, c'était le silence. Parce que dans l'Ouest sauvage, les gens fiables, c'était rare, voire déjà partis. Ils faisaient gaffe parce qu'ils avaient été tués ou qu'ils étaient encore en vie. Si tu voulais survivre, il fallait apprendre à être seul. Et peut-être le plus important, ne jamais tourner le dos à personne. Sur certaines vieilles cartes, c'était noté « Ne va pas dans cette zone tout seul, même si tu penses avoir un pote ». Cette phrase parlait pas seulement du danger physique, mais aussi de l'obscurité qui habite les gens. Parce que la trahison ici, c'était comme un flingue. Tu le portes, tu t'en sers quand il faut, puis tu l'oublies. Tom est revenu en ville ce jour-là. Hank avait déjà fait ses valises et s'était barré. Derrière lui, rien. Il n'y avait ni lettre, ni trace. Juste une bouteille de whisky vide et une histoire laissée en plan. Tom est resté un moment de plus dans ce bled, mais il parlait plus vraiment avec personne. Il s'asseyait toujours le dos collé au mur. Parce qu'il avait pigé une chose. Dans l'Ouest sauvage, le plus grand danger, c'est pas les balles, c'est les mensonges qui te font croire qu'ils sont tes potes. Des années plus tard, l'histoire de Tom s'est transmise de bouche à oreille. Il y en a qui avaient pitié de lui, d'autres qui trouvaient ça juste banal. Mais tout le monde était d'accord sur un truc. Dans ces terres-là, dès que tu tournes le dos, il n'y a personne qui peut t'arrêter quand on vient te chercher. Le coucher du soleil dans l'Ouest sauvage, c'était pas juste la lumière qui partait, c'était aussi la sécurité qui s'en allait. Quand l'horizon passait de l'orange au violet, les gens se barricadaient chez eux. Les chevaux étaient rentrés à l'écurie, les lampes tamisées, tout ça reflétait une peur silencieuse. Parce que ici, la nuit, c'était pas juste l'obscurité, c'était aussi le théâtre d'une guerre silencieuse. Et personne n'avait peur des fantômes. Ce qu'il fallait vraiment craindre, c'était les bandits qui s'approchaient sournoisement sous forme humaine.
Le nom du bled, c'était Dust Belt. Le jour, c'était un endroit tranquille, sans histoire. La poste, le bar, une petite église, des chemins de terre où passent des charrettes à chevaux, des rires d'enfants qui éclatent de temps en temps, des canons de fusil qui brillent au soleil. Mais dès que le soleil se couchait, les couleurs de ce bled changeaient. Si tu oubliais de fermer ta porte à clé, le matin, non seulement ta porte, mais aussi ta réputation et tes affaires avaient disparu. Il y a des années, il y avait un gars dans ce bled. Il s'appelait Ruben, tout maigre, vieux mais avec des yeux encore perçants. Tous les soirs, il tirait une chaise devant sa maison. Il calait son fusil entre ses jambes et regardait le ciel. Tout le monde disait qu'il était devenu fou. Il croyait ça d'otime. Mais Ruben n'arrivait pas à oublier comment, une nuit, 2 brigands étaient entrés chez lui, enlevé sa fille et tiré sur sa femme. Du coup, pour lui, les nuits, c'était pas pour dormir, c'était pour rester debout. Ces bandits, ils rôdaient comme des fantômes. Pas un bruit, pas de traces. Ils connaissaient forcément quelqu'un en ville. Parfois, c'était un gars au bar, d'autres fois, l'apprenti du forgeron ou l'assistant du curé. Ils récoltaient des infos de l'intérieur, puis agissaient la nuit. Ils entraient par le toit d'une maison, prenaient l'or, les femmes. Ils prenaient possession. Parfois, ils tuaient quelqu'un et disparaissaient avant le matin. Et le pire, c'est qu'au matin, personne ne voulait avoir rien vu, parce que dans cette ère, parler, c'était comme se prendre une balle. Une fois, la maison du gars le plus riche du village, M. Turner, a été cambriolée en pleine nuit. Il n'était pas là, en dehors de la ville. Les domestiques étaient ligotés, le coffre vidé, et sur le mur, écrit en sang, « On a vu, on prendra ». Les bandits ne cherchaient pas juste du fric, c'était la peur qu'ils voulaient semer. Quand la peur s'installe, la résistance craque, les gens se taisent, et c'est plus simple de les dépouiller. Voilà pourquoi on parle de fantômes. Pas du genre. De vrais hommes de sang, ils venaient hanter les rêves des gens. Quand la nuit tombait, chacun avait son rituel. Il y en avait qui posaient leur fusil à côté de la porte, d'autres qui attachaient la corde de leur cheval avec 2 nœuds. Les lampes s'éteignaient tôt, parce que la lumière montrait que quelqu'un était à l'intérieur. Dans le noir, on était invisible. Et dans l'Ouest sauvage, rester invisible, c'était une façon de survivre. Certaines mères chantaient cette berceuse à leurs enfants. « Dors doucement mon petit, il y a un Rubin qui guette à la porte. » C'est pas un fantôme dont faut avoir peur, c'est parfois un humain qui fait le plus mal. Les bandits, parfois, ils sont pas toujours seuls. La nuit, il n'y avait pas que ceux qui venaient de l'extérieur, il y avait aussi ceux qui pourrissaient de l'intérieur. Même le shérif du bled fermait les yeux contre un pot de vin certaines nuits. Un jour, 2 petites filles se sont faites kidnapper. Le village s'est soulevé, mais le shérif a dit qu'il n'y avait pas de preuves. Tout le monde a baissé les yeux, tout le monde s'est tu. Parce que le banditisme, c'est pas toujours une malédiction qui vient de la montagne. C'est souvent une ombre qui est juste à côté. C'est pour ça que les gens parlent jamais des fantômes. Parce que personne n'a peur de celui qui vient après la mort, mais de celui qui te casse la porte quand tu es encore vivant. Un bruit de pas dans le noir, un cliquetis, le galop lointain d'un cheval, tout ça, ils ébattent les cœurs à tout rompre. Les gens priaient avant même de voir le jour se lever. Un jour, une pancarte a été accrochée à l'entrée du village. Sortir la nuit est interdit. Mais les bandits n'en faisaient qu'à leur tête. Cette nuit-là encore, quelqu'un s'est fait tirer dessus. Une femme, en regardant par la fenêtre, s'est écroulée par une balle. Juste parce qu'elle a entrouvert le rideau, juste parce qu'elle voulait voir. Mais dans l'Ouest sauvage, vouloir voir, c'était parfois comme ne plus vouloir vivre. Avec le temps, des clous ont été enfoncés dans les portes de certaines maisons. D'autres ont été enterrés. Parce que certains ont voulu fuir, mais n'y sont pas arrivés. Quand la nuit tombe et qu'un type que tu pensais être un fantôme te pince la bouche, là c'est trop tard. Dans les nuits du Far West, les étoiles brillent en silence. La lune cache son visage. Mais les gens prient. Parce qu'ici, les fantômes vivent dans les contes. Les vrais cauchemars, eux, prennent forme par la main des hommes. Quand la chaleur du soleil se retire doucement et que les rues du bled commencent à se remplir d'ombre, les expressions sur les visages changent. Les sourires du jour laissent place la nuit à des regards méfiants, des chuchotements et des peurs sournoises. Parce que dans le Far West, faire confiance aux gens, c'était comme mettre une balle à blanc dans une arme chargée. Chacun cachait en lui une poudre invisible prête à exploser à tout moment. Parfois, une étincelle suffisait à embraser tout le village. Ce jour-là, rien ne commença de façon extraordinaire. Sur la place poussiéreuse, les gamins jouaient.
Les femmes étendaient leur linge. Les hommes fumaient des clopes devant le bar. Le village suivait tranquillement sa routine habituelle. Jusqu'à ce qu'une jeune fille, Anna, arrive en criant et fonce devant l'église. Sa robe était déchirée, son visage marqué par la peur. Elle n'arrivait pas à parler. Elle pleurait juste. Elle montrait ses mains, s'asseyait par terre. Les gens se sont tout de suite rassemblés autour d'elle. Et sans qu'elle ne dise un mot, tout le monde s'est fait une idée dans sa tête. Quelqu'un lui avait fait du mal. Ce quelqu'un, c'était l'étranger du village. Un gars qui était arrivé il y a 2 jours, s'appelait Jasper. Barbu, brun, pas très bavard. Il avait dit qu'il était un ancien soldat, mais personne n'en était sûr. Il louait une chambre, traînait dans le coin. Et quand Anna a crié, c'est son nom qui est venu direct à l'esprit de tout le monde. Les gens du village se sont mis à chercher l'homme. Sans lui laisser le temps de se défendre, il l'a immédiatement déclaré coupable. Son silence en disait déjà long. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Il ne souriait jamais aux enfants. Ce genre de phrase ne servait pas à rechercher la vérité, mais à attiser la colère. Oui, personne n'avait rien vu, mais tout le monde en était sûr. Car lorsque la foule veut croire, elle n'a pas besoin de la vérité. Jesper a été arrêté quelques heures plus tard derrière le bar. Les mains en l'air, il disait « Je n'ai rien fait », mais personne ne l'entendait. Car le lynchage n'était pas seulement une méthode de punition, c'était aussi une sorte de purification. C'était comme canaliser sa colère contre quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui a trouvé la corde sans poser de questions. Un autre qui a porté la planche et les clous. Certains sont restés silencieux. Leur silence, c'était comme un accord tacite. Personne n'a dit stop. Parce que si quelqu'un criait, c'était lui qui devenait la prochaine cible. L'ombre de l'arbre où Jasper s'est pendu est restée envahie par des passants pendant des jours. Mais c'est marrant, le lendemain, Anna a dit qu'elle avait tout oublié. Elle avait surmonté le choc. Elle n'arrivait plus à raconter l'histoire. Peut-être que ce n'était pas Jasper. Peut-être que c'était juste un cauchemar cette nuit-là. Mais en tout cas, lui, il n'était plus là. Et le village alors? Il s'était calmé. Il avait trouvé le coupable. Il ne restait plus qu'un regret, profond, mais jamais exprimé. Cette histoire pourrait appartenir à Dustebel ou à n'importe quelle ville du Far West. Parce que ces moments de folie collective ne se vivent pas seulement dans la réalité, mais aussi dans les mémoires. Une rumeur, un cri, un regard, tout ça peut servir de prétexte à un lynchage. Et ces lynchages ne se font pas toujours avec une corde et un arbre. Parfois c'est avec des regards, parfois avec des ragots, parfois avec le silence. Sur les chemins poussiéreux du Far West, il est difficile de prévoir qui sera la prochaine cible. Aujourd'hui, la personne que j'applaudis peut devenir ma victime demain, parce que personne ne sait d'où va jaillir l'étincelle. Dans le Far West, pour survivre, il ne fallait pas seulement une arme, mais aussi de l'instinct. Parce que sur ces terres, rien n'était jamais ce qu'il semblait être. Parfois un regard, parfois un silence, parfois un rire qui résonne au milieu du bled peut changer ton destin. Tout le monde avait un flingue en la main, un mensonge à la bouche et un passé caché dans le cœur. Du coup, ni être seul, ni faire confiance à la foule, c'était pas possible. Ce matin-là, dans la vallée de Laramie, le ciel était tout gris, mais il n'y avait pas un souffle de vent. L'homme qui avançait seul le long des rails s'appelait Henk. C'était un vieux scout. Maintenant, il était devenu chasseur de primes. Il avait pris l'habitude d'éviter la foule. Parce que quand t'es seul, t'as pas à te prendre à la tête à deviner qui prépare quoi. Mais malheureusement, le Far West était impitoyable avec les solitaires et traître avec les foules. Quand tu marches seul, il y a toujours quelqu'un qui peut te surveiller. Une nuit où tu dis pas un mot, ton cheval peut se faire piquer. Et ton silence, c'est vu comme une faiblesse. On pouvait le percevoir. Mais quand tu rentres dans un bar et que tu t'assois à la même table que 5 gars, ça devient encore plus compliqué. Tu sais jamais qui est ton ennemi, qui est ton pote. Un toast porté peut, quelques heures plus tard, devenir le dernier clou de ton cercueil. Il y avait une légende en ville. Quand t'es seul au milieu de la foule, tu crèves plus vite. C'était pas juste une expression.
Les bars, les tables de jeu, les rangées d'églises, les écuries, chacun avait son propre langage secret. C'était facile de se faire mal comprendre. Le regard d'un instant. Le fait d'avoir une arme pouvait être pris comme un signe d'attaque. Regarder une femme une seconde de trop pouvait te coûter la vie, surtout si cette femme était avec le mauvais mec. Hank a partagé un feu de camp avec 3 gars un jour. Ils sont devenus potes, ils ont partagé la bouffe, ils ont rigolé, mais au matin du 4e jour, il a trouvé une de ses poches vides et la selle de son cheval manquait un truc. Il a suivi la piste en silence, mais il n'y avait aucune trace. Depuis ce jour, Hank a appris une chose, dans l'Ouest sauvage, la personne avec qui tu dors le plus près peut facilement te planter un couteau dans le dos, et la foule, elle, fait de toi une cible. Ça arrive, parce que parfois ce sont ceux qui sont le plus proches qui se prennent la faute des crimes des autres. Être au mauvais endroit au mauvais moment, ça peut valoir la peine de mort sur cette terre où l'innocence ne compte pas. La solitude te laisse vulnérable. La foule, elle, te rend visible. Et les deux flirtent avec la mort. Pour les femmes, cet équilibre est encore plus compliqué. Une femme qui marche seule, tout le monde la mate. On pense qu'elle doit être protégée, mais si elle est assise avec un groupe de mecs, on dit qu'elle vend sa féminité. Il y a une ligne très fine entre solitude et impudicité. C'était comme si chaque pas que faisaient les femmes passait en jugement. Le silence, c'était une faute. Rire, c'était mal vu. Même les gamins avaient capté ce bordel. Plutôt que d'apprendre à lire ou à écrire, ils étaient habitués à monter à cheval, parce qu'un jour, ils allaient forcément devoir se confronter à quelqu'un, et à ce moment-là, ce qui comptait, c'était pas qui était à leur côté, mais à qui ils pouvaient vraiment faire confiance. Certains préféraient faire partie de la foule. Des gangs se sont formés, pour pas être exclus, ils ont commis leurs crimes ensemble. Quand l'un se retrouvait avec du sang sur les mains, les autres devenaient ses complices. C'était comme ça. Du coup, le silence devenait une forme de fidélité. La foule, elle, c'était devenue la sœur de la peur. La solitude, elle menait à une autre fin. Il y avait des gars qui n'entendaient plus un son pendant des jours et qui devenaient fous, qui en venaient à braquer même leur propre ombre. Certains flippaient à cause des traces de pas, d'autres pensaient qu'on les suivait en voyant leur reflet dans le miroir. Il n'y avait pas de hurlements à la western sauvage, mais le silence, lui, frappait fort. Dans ces dernières années, Hank montait toujours son camp à la frontière, ni vraiment dans la ville, ni complètement à l'extérieur. Il gardait son feu toujours faible et laissait à peine s'échapper l'odeur de sa bouffe. Il attachait son cheval pas trop loin, juste à côté. Il voulait ni trop se faire voir, ni complètement disparaître. Parce qu'il avait appris une chose, ici sur ces terres, se réfugier à l'ombre de quelqu'un, c'était pas sûr, mais faire confiance à sa propre ombre non plus. Et peut-être que c'est pour ça que la plus grande maîtrise dans l'Ouest sauvage, c'était de savoir rester seul tout en passant inaperçu dans la foule. Parce qu'ici, la vie c'était marcher sur un fil fin entre solitude et trahison. Chaque pas un choix, chaque choix un prix. Encore un matin dans l'Ouest sauvage. Au lever du jour, derrière la colline au banc de la ville, de la fumée s'élève. Un cavalier avance seul sur une route poussiéreuse. Dans son sac, il y a quelques journaux, quelques lettres et de la bouffe pour 3 jours. Vu son manteau déchiré, on dirait qu'il est en route depuis des jours. Le vent qui frappe fort son visage creuse encore plus les fissures sur sa peau. Personne ne connaît son nom, mais tout le monde l'appelle le courrier à cheval. Parce que tant qu'il n'est pas là, personne ne sait rien dans cette terre. Et parfois, ne rien savoir fait moins mal. Aujourd'hui, c'est un jour comme un autre, mais tout le monde est sur ses gardes. La guerre civile au Kansas, elle a pris de l'ampleur ou pas ? Qui est mort dans l'attaque à la ferme du coin? Est-ce qu'une nouvelle loi est sortie de Washington? Tout ça dépend du sac de ce cheval fatigué. Parce qu'ici, l'info, c'était pas un luxe, c'était un miracle. Et parfois, ce miracle mettait des semaines à arriver. Émilie, qui habite dans un petit bled, passe chaque matin devant le bureau de poste avec un peu d'espoir. Elle attend un message. Son frère est parti à l'Est il y a 2 ans. Il avait promis d'écrire dès qu'il trouvait un boulot. Depuis, pas une ligne. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a oublié, ou alors la lettre s'est perdue en chemin. Parce qu'ici, une lettre sur la route, ça veut pas dire qu'on arrivera forcément là où on doit aller. Dans un monde où la communication est aussi fragile, les ragots étaient la source d'infos la plus fiable. Quelqu'un racontait une histoire au comptoir du bar. 3 jours après, cette histoire devenait la vraie histoire du village. Que ce soit vrai ou faux, personne n'en avait rien à faire. Avant que le courrier arrive, tout était possible. Chacun pouvait avoir vécu n'importe quoi. Les diligences étaient rares. Quand elles arrivaient en retard, personne ne râlait, parce que personne ici-bas ne croyait vraiment à l'existence d'une heure précise. S'il neigeait, il ne venait pas. Si la rivière débordait, on ne pouvait pas passer. Si une bande tendait une embuscade sur la route, il n'arrivait jamais. Parfois, les diligences revenaient à vide, parce qu'il n'y avait pas de papier pour écrire les nouvelles. L'encre avait séché, ou les gens n'avaient plus la force d'écrire. Le journal du village sortait une fois par mois.
Et dès qu'il sortait, tout le monde le connaissait par cœur. Mais ce n'était pas vraiment des infos, c'était surtout un résumé des potins du mois précédent. Avoir des infos en temps réel, c'était un luxe. Par exemple, vous appreniez qu'une guerre à l'Est était finie seulement 2 mois plus tard. Peut-être même qu'à ce moment-là, une autre guerre aurait déjà éclaté. La vie se vivait toujours avec du retard. Pour les commerçants, l'info, c'était pas juste de la curiosité, c'était une question de survie. Les prix ont-ils changé? Y a-t-il une nouvelle taxe, une limite sur le blé? Celui qui ignorait tout ça faisait faillite. Et celui qui recevait l'info en premier avait toujours une longueur d'avance. Du coup, parfois, on filait un pot de vin au cavalier de la poste. Les nouvelles fraîches restaient confidentielles pendant quelques heures. Parce qu'ici, la chose la plus précieuse, c'était pas l'or, c'était l'info. Mais l'info, c'était pas toujours sûr. Une lettre pouvait tuer quelqu'un. Un mandat de recherche a été lancé contre toi. Ton frère, tu t'es fait effacer de l'héritage. Ta mère a refait sa vie avec un gars du coin. Des trucs comme ça, ça pouvait pousser quelqu'un en plein milieu du marché à sortir une arme. Quand le courrier arrivait, ce n'était pas juste des nouvelles, c'était aussi des émotions. Et parfois certaines lettres finissaient direct au feu, sans même être lues. Parce que parfois les gens préfèrent pas savoir plutôt que de savoir. Que quelqu'un n'écrive plus, ça aidait à accepter l'idée qu'il était peut-être mort. La vérité, c'est comme un couteau bien aiguisé dans l'Ouest sauvage. Tout le monde veut pas tout savoir. Il y en a qui vivent mieux dans l'ignorance. Ils seraient morts sans savoir. Ne pas pouvoir accéder à l'info poussait aussi des gens à se replier sur eux-mêmes. Poser des questions, s'inquiéter, remettre en question, ça perdait vite son sens. Parce que de toute façon, il n'y aurait jamais de réponse. Du coup, les gens croyaient juste ce qu'ils voyaient, prêtaient l'oreille à ce qu'ils entendaient, et faisaient confiance seulement quand c'était écrit et qu'ils pouvaient le vérifier. Un jour dans le bled, la diligence n'est jamais arrivée. Rien ne s'est passé, personne n'a râlé. Parce que tout le monde avait déjà deviné que ça n'arriverait pas. Il avait plu, la rivière avait débordé. Et quand le courrier ne passe pas, les nouvelles non plus. Il n'y avait pas d'infos, mais la vie continuait quand même. Ça durait depuis un moment. C'est peut-être pour ça que dans l'Ouest sauvage, les gens vivaient au feeling, parce que l'écriture arrivait tard, alors que les émotions arrivaient toujours trop tôt. Au coucher du soleil, le son du violon qui sortait des fenêtres du bar en plein centre du bled venait casser le silence des rues poussiéreuses. Quelques gamins, tendant l'oreille vers la mélodie, rêvaient qu'un jour, en grandissant, ils franchiraient cette porte. À l'intérieur, pendant que les mecs tapaient leurs verres sur les tables, les femmes dansaient en agitant leurs jupes. Et malgré les bottes cloutées, le parquet, il essayait de suivre le rythme sur le sol. Il y avait de la musique, des rires, mais ce qui pesait vraiment, c'était le prix de la nuit. Parce que dans l'Ouest sauvage, s'amuser, c'était jamais juste s'amuser. Dès qu'un gars franchissait la porte du bar, il attirait vite quelques regards. Personne ne faisait confiance à personne, mais tout le monde pouvait danser. L'ivresse adoucissait temporairement l'armure de la méfiance, et danser, c'était la façon d'un mec sans armes de dire « je suis pas une menace ». Du coup, la piste de danse, c'était à la fois la répétition de la paix et celle de la guerre. Un coup d'épaule, un mot, un malentendu aurait pu tourner à la mort en plein milieu de la soirée la plus joyeuse. C'est comme ça que ça commençait, tomber dans le marais du village. Le seul luxe des pauvres, c'était de s'amuser. Pour les riches, c'était leur zone de confort pour perdre le contrôle. Même le shérif, certains soirs, enfilait son manteau après avoir enlevé son uniforme, un whisky à la main, et allait sur la piste de danse. Mais il avait toujours un backup avec lui, parce qu'il savait aussi, plus les rires sont forts, plus le danger est proche. Une femme sortait danser une fois par semaine, uniquement le samedi soir. Elle tenait dans sa main une vieille robe qu'elle avait elle-même cousue. La robe, une fleur fanée qu'elle avait mise dans ses cheveux. Cette nuit-là, c'était pour elle le seul moment où elle pouvait vraiment être elle-même. Mais elle savait aussi que si un homme s'approchait trop près, son sourire pouvait être mal interprété et ça pouvait foutre en l'air la soirée. Pour les femmes, s'amuser, c'était pas la liberté, c'était un risque. Les musiciens étaient toujours prêts à déguerpir, parce que si une bagarre éclatait, le patron du bar accusait d'abord le violoniste. « C'est toi qui as donné le mauvais rythme, c'est pour ça que les gars se sont battus. » En gros, dans le Far West, s'amuser, c'était pas juste un spectacle. C'était un truc tissé de risques constants.
C'était le plan. Jouer d'un instrument dans un endroit rempli d'alcoolose, de passé lourd, de comptes en suspens et d'émotions refoulées, c'était se mettre volontairement en ligne de mire. Plus la nuit avançait, plus l'atmosphère devenait pesante. À mesure que la boisson coulait, les langues se déliaient, les secrets se révélaient et les confrontations éclataient. L'un avait regardé la femme de l'autre, un autre rappelait un vieux litige foncier d'il y a des années. Les armes cachées sous les tables échangeaient leur place avec les cadavres poussés au bord de la piste de danse. Et le lendemain matin, sur la place du village, il ne restait que 3 choses. On parlait. Qui est mort? Pourquoi est-il mort? Et le bal de cette semaine, il est annulé? Mais les gens venaient quand même, tous les samedis à la même heure, à la même porte. Parce que les gens voulaient oublier leur pauvreté, leur solitude, les traumatismes de la guerre, l'absence d'un amour, la fin des enfants. Ce bar, c'était pas juste un bar. Cette scène, c'était pas juste un endroit pour s'amuser. C'était une pause dans la vie, peut-être même le dernier arrêt. Certaines nuits, la musique ne commençait jamais. Parce que le musicien n'était pas arrivé dans le village, ou pire, personne n'avait survécu depuis la semaine d'avant. Des fois, c'est le patron du bar qui annonçait qu'il n'y aurait pas de fête cette semaine. On disait que c'était interdit, parce que tout le village pleurait un meurtre. À ce moment-là, ce silence faisait autant de bruit que la musique. Et la danse continuait toujours, peut-être avec d'autres noms, d'autres personnes, mais toujours au même rythme, sur cette fine ligne entre la vie et la mort. Aujourd'hui, on a marché ensemble dans les rues poussiéreuses du Far West. On s'est réveillé avec le bruit des coups de feu. On a bu avec méfiance. On a vécu sur le qui-vive, plutôt que dans la sécurité. On a tenté notre chance au jeu. Dans les bars, on cherchait une épaule où se reposer, un toit où s'abriter. On a vu à quel point c'était dur d'être une femme, là où il n'y avait pas de médecin. On a réalisé que les blessures, c'est un peu comme le destin. En une seule journée, on a été témoin d'histoires équivalentes à 10 vies. Mais toutes ces histoires nous murmurent la même chose. L'histoire, ce n'est pas que celle des vainqueurs, c'est aussi celle de ceux qui essaient juste de survivre. Chaque balle qui résonne traverse un cœur, chaque silence étouffe un cri, et chaque matin, ce n'est pas juste le soleil qui se lève à nouveau, c'est le courage de recommencer qui donne du sens. Si tu as marché avec nous dans ce voyage, on te demande juste une chose. Laisse un commentaire sur cette vidéo. Quelle partie t'a le plus touché? N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas, parce qu'on va continuer à se balader ensemble dans les ruelles oubliées de l'histoire. On se retrouve sur la chaîne Sommeil et Histoire.